Bon après-midi. Le Fonds monétaire international annonce une projection en termes de valeur économique du Cameroun de 4,4 pour l'année 2019. Un bond vers l'avant qui s'appuierait sur les projets infrastructurels en cours dans l'ensemble du triangle national et non sans parler des projets structurants. Tout au long de cette émission, il est question ici de faire le point sur la croissance économique du Cameroun. Mais avant de rentrer dans ce débat, on aura l'occasion de s'arrêter sur le système éducatif au Cameroun, non sans marquer un arrêt particulier sur le prochain recrutement de 2000 enseignants pour le secteur universitaire au Cameroun, mais également sur ce livre de 5e de sciences qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, dont finalement l'issue semble acceptable pour tout le monde. Bien sûr, dans le cadre de la sellette cet après-midi, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, répond de l'état d'évolution de la couverture santé universelle au Cameroun. Il y a quelques jours, il était devant le Parlement camerounais pour annoncer la ligne droite de ce projet autant nécessaire pour la population. Et bien sûr, dans le zapping, cet après-midi, on fera le tour entre la conférence générale anglophone qui est finalement validée, la colère des artistes sur le boycott des concerts, des artistes dans en Europe, voilà, et puis la CAN 2019 qui vient de recevoir encore des experts de la CAF. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à la télévision du monde et bienvenue sur Tous Azimuts. Cette émission se voulant interactive, vous avez un code d'accès pour participer, le 6 99 13 50 75. C'est l'unique numéro par lequel vous avez l'obligation de participer au débat, surtout par SMS, uniquement par SMS. Et pour échanger sur ce plateau, un panel comme souvent trié sur le volet. Je vais commencer par ma gauche, puisque j'ai toujours un bonheur à le recevoir, puisqu'on parlera encore d'autant plus d'économie cet après-midi. C'est un économiste confirmé qu'on ne présente plus au Cameroun. Il est également expert au NUDI. J'ai le bonheur d'accueillir le docteur Jean-Marie Biada cet après-midi. Bienvenue, docteur. Rosalie, merci de m'inviter à nouveau sur votre plateau. J'aime spécialement ce plateau parce qu'en fait, il ne me fait pas parler simplement d'économie. Ça me permet également de passer en revue l'actualité dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du sport, dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler les auteurs-compositeurs, c'est-à-dire la culture. Depuis un certain temps, ça défraie la chronique sur la toile et dans les faits. Qu'est-ce qui se passe que certains de nos artistes qui ne vivent que grâce à ce qu'on leur donne dans le cadre des spectacles qu'ils donnent au Cameroun et à l'étranger ne sont plus capables de le faire. Donc on aura l'occasion de donner un peu notre point de vue dessus. Une fois encore, je suis très content d'être sur ce plateau cet après-midi. À ma droite, lui, il est écrivain, il est éditeur, mais il est également le président du Parti national, du Parti vert pour la démocratie au Cameroun, le PVDC, membre du G20. J'ai le bonheur d'accueillir le docteur Justin Aimé Fogoum. Bienvenue, docteur. Bonsoir, madame. Ou devrais-je dire président? Merci. C'est tout l'honneur que je reçois. D'ailleurs, quand je suis sur ce plateau, je suis tout à fait heureux parce que j'ai l'occasion de retrouver de temps en temps, n'est-ce pas, mes repères. Et je crois que ce soir, tous les problèmes, n'est-ce pas, pour lesquels nous aurons l'occasion de faire le tour, pourront porter un plus à tous les Camerounais de tout bord. Et bien sûr, c'est également tout ce que l'on souhaite sur ce plateau. Le troisième invité, on ne le présente plus avec sa verve particulière. Il est également expert financier, militant cadre du Social Democratic Front. Bienvenue à Emmanuel Kounié. Bienvenue. Merci Rosalie, et merci de me convier à la réflexion d'aujourd'hui. Réflexion hebdomadaire tout azimut. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Les sujets que vous avez choisis me semblent de nature à nous permettre de nous exprimer largement sur ce qui fait l'actualité. Donc, je suis content d'être là et vivement que le débat commence.
Le quatrième invité qui est annoncé et qui se fait attendre pour l'instant n'est autre que le sénateur suppléant Emmanuel Samuel Dieudonné Motte, qui est donc également un militant du RDPC. Mais bien sûr, sur ce plateau, sans transition, on va rentrer dans le zapping de ce programme. Pour l'heure, on parle tout d'abord de la conférence générale anglophone qui finalement, M. Emmanuel Kounié, aura lieu du 21 au 22 dans le sud-ouest du pays. Vous faisiez partie de ceux qui, sur ce plateau, s'offusquer un tout petit peu du fait qu'il était annulé. Non, moi je crois que c'est dans notre intérêt à nous tous que chaque fois qu'il y a une occasion, n'est-ce pas, de parler de la crise anglophone, qu'on en parle. Et je crois que la conférence, la All Anglophone Conference, est quelque chose de très important à ce moment où cette crise a pris de l'envergure. Et nous n'avons cessé de dire que ceux qui nous gouvernent ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas compris que chaque incendie commence par une étincelle. Et quand il y a l'étincelle, vous pouvez l'éteindre avec une goutte d'eau, mais quand ça devient l'incendie, même les citernes aéroportées n'arrivent pas forcément à éteindre l'incendie. Donc ils n'ont pas compris et ils ont cette manie de tout gérer par l'arrogance et de penser que les gens qui ont un problème vont pouvoir, n'est-ce pas, se fatiguer, se décourager et puis se tasser. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est un problème gravissime et je crois que cette conférence doit pouvoir, n'est-ce pas, poser les bases réelles de tout ce qui est à l'origine ou qui a suscité, n'est-ce pas, l'enflammé de la violence, parce qu'à l'heure actuelle, il est question de commencer d'abord par voir ce qu'il faut faire pour qu'il y ait des escalades, parce que l'escalade a atteint un niveau on ne peut plus inacceptable. Donc il faudrait que toutes les mesures possibles, imaginables, pouvant être mises en œuvre pour n'est-ce pas, provoquer la désescalade puissent avoir lieu. Et je crois que la All Anglophone Conference doit comprendre que, avant toute chose, il faudrait que la désescalade ait lieu. Il ne suffit pas de dire de déposer les armes, ça on peut le dire, mais ce n'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre des mesures qui vont susciter la désescalade de tous les côtés et amener les gens, n'est-ce pas, à se mettre définitivement autour d'une table, parce qu'on ne trouvera jamais la solution à ce problème tant que les autres diront on va discuter avec qui. Donc du coup, vous avez la sensation que Christian Toumi et son équipe pourraient être la balle du shérif, qui pourrait réussir peut-être à tuer, entre guillemets, le chef bandit, comme on a l'habitude de le dire. C'est ce qui manque. C'est Christian Toumi aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais je crois que Christian Toumi, de par son autorité morale, est une personne suffisamment indiquée, n'est-ce pas, pour prendre le taureau par les cornes et voir dans quelle mesure approcher toutes ces deux tendances qui se sont radicalisées et qui ne peuvent, n'est-ce pas, se rapprocher que s'il y a un intermédiaire. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà dans une situation de belligérance, donc il faut un arbitre pour pouvoir, n'est-ce pas, faire asseoir les partis. Christian Toumi, Dr Fogoum, arbitre de cette guéguerre entre frères, vous avez la sensation, il s'est quand même illustré il y a encore quelques temps comme un partisan un tout petit peu de la partie opposante au Cameroun. Ah, vous savez, les positions du cardinal sont généralement nuancées, hein, de temps en temps. On ne sait pas s'il est du pouvoir ou s'il est, n'est-ce pas, de l'opposition. Dans tous les cas, en tant que personnalité morale, je crois qu'il était de bon ton, n'est-ce pas, qu'il prenne ses responsabilités. Et je crois qu'il a compris d'ailleurs, puisque en fait de tout ce que les Camerounais ont demandé, de tout ce que les Camerounais voudraient bien avoir, c'était ce fameux dialogue. Et vous savez qu'en face, moi-même, je me suis toujours dit, effectivement, vous parlez de dialogue, mais on ne dialogue pas seul. Un dialogue suppose en face de vous, quelqu'un pour un interlocuteur, je veux dire. Bien, si Christian Toumi se trouve à même de répondre plutôt à la place de ceux-là qui font du désordre, je me demande bien si seulement il ne serait pas l'auteur de la chose, puisque pourquoi absolument veut-il prendre la place des autres et répondre au gouvernement? Peut-être comme un Camerounais qui a peut-être, il le disait tout à l'heure, Emmanuel Kounié, la latitude de pouvoir naviguer entre le parti ou le gouvernement en place et les sécessionnistes. Ben oui, mais justement, c'est ça le problème. J'ai peur de ce genre de personnalité qui n'a pas de statut propre finalement. Parce que quand vous êtes à gauche et à droite, on ne sait pas qu'est-ce que vous représentez finalement. Alors que Christian Toumi est une personnalité
nous le savons, morale. C'est une personnalité vers qui tout le monde devait, n'est-ce pas, s'adresser. Le pouvoir aurait pu, dans cette situation, n'est-ce pas, le mandater d'aller rencontrer, n'est-ce pas, nos frères qui manifestent leur mécontentement. Je ne peux pas dire qu'ils font la guerre, qui manifestent leur mécontentement. Et peut-être reviendrait-il avec des éléments. Mais il passe autrement. Alors, il convoque la All Conference. La All Anglophone Conference. Pour moi, quand j'entends ce mot, ça me fait peur. Ça veut dire que, en fait, ça voudrait plutôt dire qu'il y a des Camerounais de deux bords. Or, moi, nous savons que le Cameroun est indivisible. Alors, quand il faut parler de All Anglophone Conference, bientôt on va parler de All Francophone Conference. All Francophone Conference. Ce qu'on peut également comprendre. Alors, où est-ce qu'on en est finalement? Donc pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau? Non, ça ne représente pas ce que j'aurais souhaité. Il aurait fallu, comme nous avons mis la main, comme le pouvoir a mis la main sur ses opposants, n'est-ce pas, au Nigeria, les amener à nous dire la vérité et la vérité officielle. Parce que eux, ils sont les tenants, n'est-ce pas, de cette vérité dont tous les Camerounais ont besoin, parce que ce sont eux les patrons de la chose. D'accord. Donc si on comprend bien le docteur Fogoum, docteur Biada, c'est que Sissiko et compagnie sont les personnes les plus indiquées pour débuter la résolution de ce problème. Ben, Sissiko Ayub Tabe, le président de l'Amazonie déclarée, voilà, qui a été mis aux arrêts au Nigeria le 5 janvier 2018 et transféré ici au Cameroun, a déjà été attrait, lui et tous ses complices, d'abord devant le tribunal de grande instance de Yaoundé, et ensuite leur demande de mise en liberté a été refusée. Il y a quelques jours. Et ils se sont retrouvés maintenant devant la cour d'appel, où la même demande de mise en liberté a été refusée. Et j'ai suivi l'actualité. Leur pôle d'avocats s'apprêtait maintenant à se pouvoir en cassation auprès de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Donc de ce côté-là, ils sont sous main de justice, comme on dit. Donc ce que le docteur Fogoum dit, il devrait peut-être s'adresser à la justice, d'abord de les libérer, afin qu'ils viennent faire ce qu'il est en train de demander. Mais la question que vous avez posée à M. Kounié, qui est d'ailleurs la même. Tout à fait. Je dois rapidement dire que l'Église catholique joue un rôle extrêmement important dans le monde entier en matière de recherche de la paix, en matière de résolution des conflits. Faisons un peu d'histoire pour les plus jeunes. Qui ne connaît pas Monseigneur Thomas Mongo, avec le rôle qu'il a joué dans le cadre de la paix qu'il était question de ramener maintenant dans les Maquis Bassa? Qui ne connaît pas Monseigneur Ndokbo, dans le rôle qu'il a joué avec le pouvoir et tout ce qui était dans la lutte armée, dans tout le bassin, on va appeler Mbanga et toute la région là jusqu'au sud-ouest. Si on va à Yaoundé également, lorsque il a été question de retourner au multipartisme, à l'époque j'ai la chance, j'étais en classe de terminale, on nous a pris pour aller à Yaoundé, où il y a un certain monseigneur qui avait tenu une homélie dans laquelle il demandait non aux gens de dire non au multipartisme anticipé. Si on sort même du Cameroun, le cardinal Mosengo, au niveau de la RDC, c'est des gens qui ont joué un rôle extrêmement important pour stabiliser le pouvoir. La conférence, on appelait ça la conférence qui s'est tenue dans les années 90, là, au Bénin par exemple, c'est un cardinal qui a eu à gérer cela et à la fin, le pays n'a pas basculé. Je dois indiquer qu'à date, ça doit être la 3e édition de la All Anglophone General Conference. Donc c'est la 3e édition, ce n'est pas la première édition. Donc par le passé, il y en a qui disent quand même que c'est les résolutions prises lors de la première All Anglophone General Conference qui avait été portée au niveau de ce qu'on a appelé en 91 la tripartite. Et à la fin, on est sorti de là-bas avec une nouvelle constitution qui prévoyait maintenant la mise en place d'institutions telles que les régions, telles que la décentralisation, telles que la Chambre des comptes, ainsi de suite. Donc, de mon point de vue, le cardinal Toumi
ne perdons pas de vue envisager organiser cette All Anglophone Conference bien longtemps avant même les élections. Ça avait été critiqué par Tout à rapport fait, au tout à timing fait. C'est ce que qui apparemment n'était pas bon. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et là maintenant, il a remis ça. Et en passant même, ce n'était pas seulement le cardinal Toumi, on a dit que c'était un pool d'hommes de Dieu au rang desquels le leader de la mosquée centrale de Bamenda qui était là-dedans. Vous pouvez citer des gens qui venaient des pentecôtistes, des baptistes. Donc ce n'était... Bon, je me dis peut-être, Toumi l'identité remarquable dans tout cet ensemble de personnalités. Ce qui fait que lorsqu'il se présente rapidement, on croit donc que l'événement c'est lui. Je citerai un exemple en passant. On a refusé de donner, le ministre encore en fonction, a refusé de donner l'agrément à la radio de l'archidiocèse de Douala, multipris de ce que c'était Toumi qui était l'archevêque de Douala. Il est allé jusqu'à dire que c'était la radio de Toumi. Mais docteur Biada, on peut également comprendre cette réalité-là, vu les sorties qui n'ont pas toujours été catholiques, entre guillemets, de Monseigneur Christian Toumi, sans remettre sa casquette d'homme de Dieu en jeu. On le sait tous, on a vécu un peu comme avec Toutou en Afrique du Sud. Ça ne surprend personne, ce sont des hommes de Dieu qui ont une tendance politique. Donc, ça ne surprend personne. Maintenant, ben voilà, maintenant, de mon point de vue, c'est les hommes de Dieu qui sont très écoutés. Donc, oui. Qu'est-ce que nous perdons aujourd'hui à laisser que ce n'est pas lui, j'insiste encore. Rassurez-vous, ça aura lieu cette fois. On apprécie à présent juste Je me dis non, le rôle joué. Laissons l'événement avoir lieu parce qu'en fait, actuellement, là où nous sommes, si la solution devrait même nous venir de Satan pour mettre la paix dans cette zone-là, que de sang a coulé, madame. Que de sang continue de couler. Donc, si la solution vient même de n'importe où pour mettre une paix durable dans cette région du Cameroun, personnellement, je ne peux pas cracher dessus. D'accord. Oui, il faudrait que les Camerounais apprennent à être un peu humbles. Parce qu'il semble quand on a le pouvoir, on saoule le pouvoir chez nous. Parce que ceux qui ont le pouvoir disent toujours, ce sont les qui, pourquoi est-ce qu'ils parlent, qui leur a donné l'autorisation de dire ceci. Les pasteurs du genre le cardinal ou les prêtres, tout ce qui est... les évêques et tout. Ouais. C'est des gens qui disent la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas dire la parole de Dieu aux gens qui ont des problèmes. Donc si des gens ont des problèmes de cette nature, qui sont des problèmes gravissimes, puisque ça a saccagé complètement la zone du nord et sud-ouest, et que eux, qui sont là pour dire la parole de Dieu, ne s'y intéressent pas, on doit se demander de quelle parole de Dieu il s'agit. Donc, pour ma part, je pense sincèrement que dire que le cardinal Toumi, on ne sait pas ici, non. Si les gens qui nous gouvernent prennent le mauvais chemin, le cardinal Toumi a le devoir de le dire crûment, sans avoir peur de ce que, comme ils ont le pouvoir, ils vont faire ci, ils vont faire cela. Et c'est le cas. Parce que chaque fois que le cardinal Toumi a fait une sortie, même quand il y a eu le commandement opérationnel, il a fait une sortie, il était radicalement contre la manière dont cette opération a eu lieu. Et puis, ce n'était pas qu'il était contre le pouvoir, c'est parce qu'il y avait beaucoup de petits innocents qui étaient tués dans le cadre de cette opération. Il a estimé que ce n'était pas normal. Et là, les gens ont estimé qu'il naviguait à contre-courant. Non, je crois que le cardinal Toumi est constant. Et il ne se fragilise pas, il ne panique pas parce que les gens qui sont en face ont le pouvoir. Il reste constant et il dit ce qu'il doit dire. Et je crois qu'il est dans son rôle. En tout cas, on est d'accord au moins sur un principe, c'est que l'Église et le pouvoir ont toujours cheminé côte à côte depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. On va avoir beaucoup d'espoir quand même pour cette conférence, Dr Fogoum, en espérant quand même qu'un début de solution. Parce qu'il a dit, Dr Biada, peu importe qui apporte la solution aujourd'hui, je pense que ce que tout le monde souhaite d'abord, c'est la paix. Ben oui, mais jusque-là, n'est-ce pas, il faut rester légaliste. Moi, à la place du cardinal, je demanderais un mandat. Un mandat qui me... Vous souhaiterez que ce soit un travail qui soit fait conjointement avec le gouvernement, avec l'État. C'est tout à fait. Qu'il soit mis en mission et que cette mission soit effectivement reconnue. Et même si l'État a validé... Si l'État a donné l'accord pour que cette conférence ait lieu, puisque désormais c'est le cas, la dernière fois c'était pas permis, on en a tous parlé ici, cette fois c'est validé, c'est pas une façon pour l'État justement de dire c'est bon, on est avec toi? Ben je ne crois pas, j'ai dit que jusque dans une certaine mesure, l'État, je veux dire, ils n'ont pas l'agrément. Mais l'autre partie n'est pas obligé de le recevoir. L'autre partie peut refuser de le recevoir aussi. Pourquoi l'État quoi? L'État, est-ce que l'État a pu régler ce problème? L'autre partie peut refuser de recevoir le cardinal. Donc il a demandé mandat dans les deux cas. Non, quand il y a un problème comme ça, il faut éviter la rhétorique pareille. Qui donc le ferait mieux que l'État? Justement. Qui donc le ferait mieux que l'État? On est en train de le faire sans l'État, justement. J'espère. Nous souhaitons tous que la paix... Cet État a eu 2 ans pour résoudre ce problème. Nous souhaitons tous que la paix revienne dans ce pays. Vous n'aimez pas plus
n'est-ce pas, cette partie du Cameroun que moi... Cet État était incapable de résoudre ce problème pendant 2 ans. Donc il ne faut pas nous fatiguer avec ces gens-là. Quand vous dites que l'État a été incapable... Bien sûr, le problème est là. L'État prend le temps. Oh oui, avec 300 morts. Hein. Mais il avec 300 morts, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez peut-être l'histoire peut-être de la France, où il y a eu, n'est-ce pas, vers le XVIe siècle, la guerre de 100 ans. Est-ce que la France s'est dissoute pour autant? Non. La France a eu... Vous connaissez bien la guerre de 100 ans. Je souhaiterais vous voir au front. Vous le savez. Vous le savez, j'espère. Bien sûr. Bon, alors, si vous dites bien sûr, ça veut dire que quand vous parlez de 30 morts ou 200, 300 morts, jusqu'à ce qu'on trouve la solution qui réponde, n'est-ce pas, aux besoins de ceux-là qui l'ont demandé. En plus, je vous rappelle qu'il ne faudrait pas qu'on résolve le problème anglophone pour créer le problème, n'est-ce pas, dans notre groupe. Parce que notre groupe verrait comment ça se passe et se mettrait également, n'est-ce pas, il pourrait bien demander, exiger une autre conférence également pour leur problème, c'est ça? Qu'on s'occupe de n'est pas possible, vous voulez tout mélanger. D'accord. C'est vous qui ne comprenez pas. Non. C'est vous qui dites n'importe quoi. Non, vous faites de l'amalgame, et puis c'est cet amalgame qui fait que ce problème ne trouve pas de solution, parce que les gens veulent tout mélanger. Et c'est vous qui êtes même du côté de cette opposition ou de ces gars-là. Personne n'a peur qu'on dise ça. Le SDF a pris position et il n'a jamais été du côté du pouvoir lorsque il fallait résoudre ce problème. Si le SDF le voulait, on aurait résolu ce problème depuis. Vous le croyez? Mais je vous le dis. D'accord. Parce que votre position n'a jamais été claire. Celle de l'État était claire? Mais celle de l'État est claire. L'État avance méthodiquement vers, n'est-ce pas, le retrouvailles de la paix. En arrêtant les interlocuteurs et les mettant en prison? Mais bien sûr. Ok. Attendez. Mais ils sont en prison, il n'y a pas de paix. On ne va pas refaire le procès de la crise anglophone cet après-midi. On n'est que dans le zapping. Hein. La conférence, elle aura lieu. Je pense qu'on reviendra ici après le 21, justement pour faire le point sur ce qui a été réalisé ou non. Nous restons dans ce zapping pour parler cette fois de la colère de ces artistes qui sont finalement montés au créneau à travers le président du syndicat, Roméo Dika, à Yaoundé en fin de cette semaine pour crier leur ras-le-bol sur ce boycott systématique des concerts et des spectacles des artistes ayant presté pendant cette campagne électorale pour le candidat Paul Biya. Vous le disiez tout à l'heure, docteur Biada, une situation, mine de rien, dérangeante, hein, parce qu'on en est aujourd'hui à des rapatriements de certains Camerounais quand même au Cameroun. Oui, là, je me demande pourquoi on en est arrivé jusque-là. Ça, c'est les débordements des élections. Eux, ils sont jeunes aujourd'hui, mais nous également, en 92, on était exactement comme eux. Mais c'était un exercice intellectuel à nul autre pareil, où les gens parlaient avec flamboyance, sans retenue, mais ça se limitait à ces échanges-là, et on rentrait dans nos maisons, bras dessus, bras dessous, avec le frère, avec le voisin, qui vous a pourtant contrarié en public, mais on estimait que c'était un jeu. C'est vrai que le président Biya lui-même, répondant le 8 juin 1990 à une question de Yves Mourouzi qui lui demandait comment il jugeait la population camerounaise, il avouait ouvertement qu'il n'était pas facile de refaire des mentalités longtemps rompues au jeu démocratique. Je crois que cette génération des jeunes qui nous ont suivis nous ont mal copiés, ou alors nous ne nous ont pas du tout copiés, parce que nous également avons eu cette fougue en 92. Donc tous ces jeunes-là, ils sont nés en 90, 91, 92 pour la plupart. Donc malheureusement, pour eux, ils n'ont pas vu ça. Et il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. On n'a donc pas pu diffuser tous ces échanges-là extrêmement élevés de l'époque qui étaient inscrits uniquement dans le cadre de la démocratie, dans le cadre de la prise de la parole en public, dans le cadre des luttes intellectuelles. Or là, quand on en arrive vraiment à empêcher que quelqu'un qui ne vit que de ça, parce que les artistes, pour la plupart, professionnels que nous connaissons, tous nos frères qui partent d'ici pour l'étranger, prestés, dans la pratique, on vous donne d'abord une avance, madame. Le cachet, bien voilà. Donc, et ensuite, on achète le billet. Et quand vous arrivez là-bas maintenant, avant que vous ne montiez sur scène, on donne le solde du cachet qui avait été convenu. Donc, quand les joutes politiques débordent sur le champ de la culture, on se met, on ne peut facilement pas soutenir cela. Et derrière ça aussi, c'est peut-être l'occasion pour moi de lancer une invite
à l'attention des pouvoirs publics. Parce que ce problème des droits d'auteur, les artistes en sont arrivés là parce qu'en fait, leur seule source de revenus maintenant, ce sont ces prestations-là. Les droits d'auteur, ça n'existe plus. Depuis pratiquement 10 ans, on en est à faire la ronde, on prend un artiste qui connaît très bien les accords, do, ré, mi, fa, sol, mais je ne suis pas certain que si je lui présente un bilan, il peut facilement distinguer entre l'actif circulant, le passif circulant, le trésorerie passif ou trésorerie actif. Donc là-bas, c'est autre chose. De mon point de vue, il faut vraiment que l'État mette rapidement l'ordre dans le secteur de la gestion collective des droits d'auteur. Parce qu'en fait, cela fera une deuxième source de revenus pour les artistes. Actuellement, donc, pour vous, la solution serait de ne plus aller faire les concerts dans la diaspora. Ce ne serait pas quand même une solution logique parce qu'un artiste est fait pour s'étendre quand même. Je comprends, mais je suis en train de dire qu'en fait, c'est la ferveur qu'il y a eu de lors de cette campagne électorale qui a débordé dans ces milieux-là. Je le dis. Et à mesure que le temps va passer un peu, la température, ça c'est mon souhait, la température va baisser. Et puis les gens vont retourner comme avant. X-Malaya, nous l'avons vu à Bruno Cocatrix, en France, c'est tous les Camerounais qui étaient là-bas. Je n'imagine pas simplement que c'est des gens qui sortaient de Guimbassal ou de Ikouamalek qui étaient là-bas. C'est tout le monde, tous les Camerounais qui étaient là-bas. Il y a même des gens qui ont payé leur billet d'avion pour aller soutenir les X-Malaya en France. Donc il faudrait... Talent André Marie, quand il a fait ses 45 ans de carrière, Sanfran Thomas, quand il a été un peu partout en Europe, donc c'est tous les Camerounais, et même les Africains, il n'y a pas que les Camerounais qui viennent dans ces spectacles souvent, il y a les Africains, mais de mon point de vue, en fait, c'est cette ferveur mal contenue ou mal gérée qui a émaillé les élections présidentielles, qui a débordé jusqu'à ce niveau-là. Je suis convaincu que d'ici quelques temps, nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'une même table. Et ceux-là vont présenter leurs excuses à leurs frères qu'ils ont empêchés de venir gagner. Parce que c'est leur métier, c'est leur métier. Autant on n'empêche pas ces gens d'aller travailler à la mairie en France, d'aller travailler, je ne sais pas, dans quelle autre entreprise, autant... J'imagine très mal ces gens portés. Je mets ça sur le coup de la colère. Et cette ferveur-là, vraiment, ça va tomber, cette température va tomber. Et ce sont ces gens même-là qui vont se déporter en nombre à Roissy Charles de Gaulle pour aller accueillir Coco Argenté, aller accueillir Malox ou bien n'importe lequel de ces artistes qui prestent en international. Ça, c'est mon souhait. L'espoir et le souhait de Dr Biada, M. Emmanuel Kounié, est-ce que vous avez la sensation, bien entendu, que ça va se concrétiser parce que c'est de mal en pis, hein. On a aujourd'hui des camps qui se créent avec le syndicat des nationaux des artistes qui également monte au créneau pour s'insurger et on a bien peur à un moment donné qu'il y ait représailles d'un côté comme de l'autre. Parce que c'est ce qui se passe déjà. Oui, je viens de suivre attentivement ce que vient de dire Dr Biada, mais justement, c'est ça la maladie camerounaise. Celle de croire que quand il y a un problème, avec le temps, on va arriver à la solution. Non, le temps n'amène pas à une solution. Il faut comprendre que on a eu d'autres artistes ici, comme la Pio de Mbanga, qui était, comment dirais-je, qui était aimé de tout le monde, mais qui, à cause d'un acte politique, a été rejeté par ceux qui les aimaient. Donc, mais la différence peut-être c'était que la Piro de Mbanga était un artiste engagé. Oui, était un artiste engagé. Mais même si ceux-ci ne sont pas engagés, ceux qui sont concernés par l'opération se sont engagés pendant la campagne. Je crois que ceux qui font ces choses ne se sont pas trompés. Et puis, la manière dont la campagne s'est déroulée, la manière même dont la gestion des élections s'est passée, et le contexte, parce qu'on aurait souhaité que les artistes se mettent à l'extérieur de cette affaire-là, parce que ce sont des élections mal préparées, mal organisées, parce que vous ne pouvez pas aller à une élection. Attendez, madame, permettez-moi. Vous parlez d'une élection où tous les arbitres, que ce soit Elecam, que ce soit le Conseil constitutionnel, est désigné par une seule personne qui est candidate en violation de la loi, et vous venez le magnifier. En quoi ça concerne un artiste? Les artistes sont allés... Qui est payé au cachet. J'organise mon mariage. Même si la veille de mon mariage, j'ai trompé mon époux, ce n'est pas à l'artiste de venir me juger pour juger le genre de mariage. Il vient prester, il prend son cachet, il s'en va. Du coup, si le SDF organise un meeting, il invite des artistes pour embellir le meeting, ils viennent. Le MRC organise, l'artiste vient, le RDPC organise, l'artiste vient. Pourquoi on devrait leur demander de prendre position politique au Cameroun? Si c'était des artistes qui jouaient la guitare simple, on comprendrait. Quand ils y ajoutent des mots pour magnifier quelque chose qui est absolument anormal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des réactions. Mais ce que je voudrais dire... On appelle ça la talacouche. Non, ce que je voudrais dire au-delà de ça, de toute façon, vous n'enlèverez pas ça de la tête des autres. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui sentent qu'ils ont été frustrés, qu'ils ont été spoliés, et que ceux-là... Et on magnifie, n'est-ce pas, cette situation qui leur est arrivée. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se mettent en colère. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il faudrait aussi restituer ça dans son contexte. Et puis, qu'à un moment donné,
on trouve un moyen d'en parler. Mais pas à dire que le chemin faisant, le temps est dans, les autres vont se calmer. Il faudrait qu'on en parle. Pour vous, on est en train d'en parler. Oui. La solution pour vous, c'est quoi? C'est que les deux organisations se rencontrent. Fatalement, c'est tout ce qu'il faut faire. Quelle organisation? C'est-à-dire que ceux qui sont en train mais il y a même eu des nouveaux mots qui sont arrivés, les tontinards et les sardinards. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a comment vous appelez, les anti-sardinards qui sont en train de... C'est comme ça qu'ils se font appeler. J'ai su même une émission en France où on demandait c'est quoi. Donc, je veux comprendre, hein, comme ceux qui sont à la maison en ce moment. Vous voulez exactement que qui rencontre qui? Que les artistes rencontrent des personnes qui ne sont pas d'accord avec eux? Bien sûr qu'ils en parlent. Qu'ils en parlent. Vous croyez que... Bon, si c'est pourquoi, alors non, les deux camps... De ce problème-là. Et d'ailleurs, il y a même, je crois que c'est Catino ou Coco Argenté qui a demandé des excuses. Il y a un artiste qui a demandé... Mani Bella. Ouais, qui a demandé des excuses, qui a dit vraiment, je ne savais pas que cette affaire-là, le rôle qu'on jouait était celui-là, etc., etc. Et je crois que c'est plutôt eux qui vont justement demander des excuses et non pas ceux qui sont en train d'aller pour chasser. Parce que si c'est ça, on ouvre la voie, n'est-ce pas, à cette bagarre qui va continuer. Et c'est ça le Cameroun. Pour sortir de ce sujet, M. Kounié, le temps de donner la parole au docteur Fogoum. On est en train de parler de politique. Il expliquait tout à l'heure très bien, le docteur Biada, que la joute verbale, lorsqu'on est en politique, n'a rien à voir avec la vie au courant, la vie au quotidien. Moi, je connais des familles où le papa est du MRC, la maman est du RDPC et les grands-enfants qui ont pu prendre des partis politiques soutiennent une univers par-ci et pourquoi pas l'OPVDC de l'autre côté. Quand on a une famille pareille, est-ce qu'on se découpe, on arrête de se parler parce qu'à l'issue des élections, une personne a gagné dans la famille? Mais non. Les gens confondent dans notre pays, n'est-ce pas, la notion des partis politiques à des camps de guerre. Quand vous êtes dans un parti politique, tout de suite vous devenez l'ennemi de l'autre. Or, la politique, c'est un jeu. C'est pas la guerre, c'est pas la mort. Mais ici, nous nous comportons comme si, étant du RDPC, ou étant du PVDC, ou étant du SDF, j'étais l'ennemi du docteur Biada qui, semble-t-il, ne serait d'aucun parti. Mais non. La politique, dans son fond, est un jeu. On va s'amuser sur le terrain et quand on a traversé la porte de sa maison, on oublie ce qu'on a dit dehors. Mais ici, on vous poursuit jusqu'à la cuisine. Et c'est ce qui se passe. C'est que nous n'avons pas compris que c'est un fair play. Nous n'allons pas en politique pour nous donner des coups de main comme certains vont faire à l'Assemblée. Alors, donc, quand on le comprend, on ne mélange pas tout. Parce que pour un élément, on va aller, n'est-ce pas, inviter Elecam, on va voir l'organisation de ceci ou de cela, et vous voyez, finalement, on ne sait plus de quoi on parle. Parce que quand on mélange, on se perd. Ou nous traitons un problème, auquel cas nous évoluons jusqu'au bout, ou nous faisons, n'est-ce pas, du méli-mélo, et auquel cas, n'est-ce pas, on sort de la table sans savoir qu'est-ce qu'on a dit. C'est pour cela que, pour nous recentrer, disons en réalité, et sachant, comme vous avez eu, vous étiez cinquième aux élections, que vous soyez capable de saluer. Nous étions derniers. Parce que vous n'êtes même pas allé. Vous n'avez pas envoyé une lettre de félicitations. Vous avez compté de 1 à 5. Vous n'avez pas envoyé une lettre de félicitations à votre challenger. Qui est notre challenger? Vous le connaissez pas. Mais ce n'est pas un challenger. Quand on dit qu'il y a hold-up électoral, vous venez nous parler de challenger ici. Bon, alors là, il ne faut pas nous fatiguer avec nous ne glissons pas sur un autre terrain. Vous êtes du G20 et vous avez joué un rôle. Et maintenant, vous êtes de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Je ne sais même plus quelle est votre position. Vous appelez le challenger. Challenger de quoi? Il n'y a pas eu élection. Il y a eu n'importe quoi sur les élections. Donc ne nous perdez pas du temps avec je suis du G20 et je le reste. S'il vous plaît. G20 ou G20? Dites ce que vous voulez. Sauf à donc finish.
ça va pas, sauf à don't finish. SDF, sauf à don't finish. Donc, soyons clairs et soyons honnêtes. Soyons clairs et il faut que nous redevenions des hommes mûrs. Vous n'allez moraliser personne. Des hommes mûrs. Vous n'en avez pas les moyens. Capables de regarder en face un problème et de le résoudre en tant que tel. Et la solution viendra. Voilà. D'accord. On va sortir de ce sujet puisqu'on est dans le zapping. Hein. On a une situation actuelle où des artistes qui également ont sorti des t-shirts à un moment donné où ils ont également écrit tout sauf Kanto dessus en réplique à ce que vous avez baptisé. En fait, vous dites qu'ils sont baptisés les anti-sardinards. En face également, il y a cette réplique qui est en train de se lever. Est-ce que vous ne croyez pas à un moment donné qu'on est sorti un peu de ce qu'est le jeu politique finalement? Si en face, hein, je développe, en 2011 ou je ne sais pas moi quoi, une autre élection, des artistes allaient chanter pour un parti de l'opposition, peut-être pour le SDF, et après le RDPC gagne et décide que tous ceux qui ont chanté pour le SDF ne pourront plus jamais prester nulle part. Vous avez la sensation qu'on va sortir de ce genre de réflexion? Parce que là, aujourd'hui, on a un côté qui le fait. Imaginez que ça s'inversait maintenant. Oui. Et que le parti au pouvoir décidait que tous ceux qui ont chanté dans les concerts de l'opposition n'ont plus le droit de respirer également. Vers quoi on s'achemine? C'est ce que je vous ai dit, madame, que nous étions des dévanciers en matière de prise de parole en public, en matière de rhétorique, l'art de bien parler. Et tous ceux donc qui nous ont suivis, nous ont peut-être mal copiés ou ne nous ont pas du tout copiés, peut-être pas forcément de leur fait, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui tenait lieu, par exemple, de support. Notre émission, c'est une fois terminée, vous retrouvez ça 1 heure ou 2 heures de temps après sur YouTube. Donc, un enfant peut télécharger et puis voir comment se comporter en public, voir comment assurer une prise de parole respectable en public. C'est ce que nous avons eu à faire, je le dis très bien, en 90, 91, 92. Donc, ces jeunes qui arrivent, qui sont en train de le faire, je suis convaincu qu'il n'y a pas des... Enfin, il n'y a pas des jeunes de 50, de 60. En fait, c'est la génération WhatsApp là qui est en train de le faire parce que c'est plus facile de le faire. Nous, on ne l'a pas fait. Mais je me dis, madame, je connais un peu l'informatique. Lorsque vous avez une application informatique, il y a au moins 2000 fonctionnalités là-dessus. Et généralement, on en utilise 1 ou 2%. Donc, le jour où vous découvrez une nouvelle fonctionnalité, vous avez tendance à appuyer sur celle-là comme si elle était nouvelle. Donc, WhatsApp a beaucoup de fonctionnalités. Je prends le cas de hashtag, par exemple. Peut-être que les gens viennent de découvrir hashtag ou autrement. Et une fois qu'on leur en parle maintenant, on vient maintenant à appuyer ça à tous les coups. Non, tout sauf tel autre. Vraiment, pour ne pas envenimer la situation, je le dis encore, c'est extrêmement regrettable. Il ne faut pas que nous glissions jusqu'à ce niveau-là. Les élections, c'est terminé. Je peux attirer l'attention de ceux qui nous regardent que le président Biya, après les élections de 1992, il a formé son gouvernement en décembre. En 1997, il a formé son gouvernement en décembre. En 2004, il a formé son gouvernement le 8 décembre 2004. En 2011, il a formé son gouvernement en décembre. Donc, qu'on patiente un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne perdez pas de vue que toutes ces élections sont tenues en octobre. Et tout juste après octobre, vous avez la troisième session parlementaire qui généralement est la session budgétaire. Donc, tous les ministres et les hauts responsables du pays qui ont participé aux préconférences budgétaires qui commencent depuis le mois d'avril. Et ça s'enchaîne comme ça en attendant sa circulaire qui campe le budget ou les instructions à respecter en matière de montage du budget. Au mois d'août, c'est tous ces gens-là qui ont suivi le budget. Si vous les enlevez là, tout juste après les élections, qui va donc aller véritablement défendre ce budget à l'Assemblée? Donc le président, généralement, laisse d'abord ces gens aller défendre le budget et après, il dilate donc l'architecture gouvernementale, il refait son gouvernement. Je me dis quand même que d'ici là, on peut avoir encore quelques, j'appelle ça des poussées de fièvre. Et après, maintenant, lorsqu'on va former le gouvernement, ça sera terminé. Vous allez voir que la tendance à vouloir stigmatiser tel ou tel autre va un peu baisser, ça va s'atténuer. Même si ce n'est pas le cas, c'est mon souhait qu'il en soit ainsi, parce qu'en fait, nous sommes tous des Camerounais. C'est pour cela que, personnellement, j'insiste encore là-dessus, même s'il faut aller voir un ancien rebelle, je ne sais plus auquel fin coin du monde pour venir nous donner la solution pour le problème anglophone, je ne peux pas être contre parce que trop de sang a coulé dans ce sens-là. Et quand on en vient donc pour les Camerounais, même si le sang ne coule pas encore, toutes ces haines peuvent finir par se cristalliser. Et là, c'est l'économiste qui parle. Un artiste qui fait 10 ans de carrière ici au Cameroun ne gagne pas le 1/10 de quelqu'un qui a fait le tour seulement de 5 ou 10 capitales européennes à gagner. Donc, personnellement, je suis pour que ces jeunes-là soient encouragés, soient encadrés,
à l'effet d'aller gagner leur pitance en international. Et en plus, partout ailleurs, c'est comme ça, madame. C'est-à-dire, je m'appelle comment Yannick Noah. Yannick Noah dit, si le président Sarkozy gagne, je me casse, je me barre. Quand il gagne maintenant, il n'est pas là, il part. On a vu le mari de la jeune dame, la Kardashian, son mari discuter avec le président américain actuellement, Donald Trump. Et puis, à la fin, on n'est pas allé lui laisser cesser les motifs de ce qu'il était en train de discuter avec Trump. Donc, généralement, les artistes accompagnent toujours le pouvoir politique. Quand le président Biya arrive ici en 1982, c'est à l'intention de ces jeunes-là. Le monsieur qui a chanté Rigueur, Ngale Jojo, c'est un artiste, mais on ne lui a pas tenu rigueur de ce qu'il est chanté pour le renouveau. Après, Georges Seba a chanté le générique de fin sur le journal de la scientifique. C'est Georges Seba. On n'a pas fait un procès à Georges Seba pour cela. On peut multiplier des exemples à l'envi. L'artiste, il est là pour égayer, il est là pour donner de la joie. Donc, de mon point de vue, ce serait un mauvais procès de demander que l'artiste n'aille plus là où il peut facilement gagner sa vie. Et in fine, vraiment, madame, je le dis aussi tout à l'heure, les aînés quand même, parce que Roméo Dika, c'est quelqu'un qui est sur la scène depuis longtemps, même s'il est politiquement marqué, il ne faudrait donc pas qu'il prenne sa casquette militante pour pouvoir rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'en fait, je suis convaincu que quelqu'un quand même comme lui qui est une voix, qui porte, il se serait mis de côté, que ces jeunes auraient regardé tout autour d'eux, qu'ils auraient vu des jeunes de la même génération, et à la fin, ils trouveraient une solution entre eux. Mais quand on voit un aîné sorti maintenant, politiquement marqué, pour dire encore boycottons tel ou boycottons tel autre. Juste parce que ces jeunes sont également politiquement marqués, Dr Biada. Qu'on le veuille ou pas, on a des jeunes politiquement marqués qui soutiennent des partis d'opposition. Oui. Donc en face également, si on a une réplique de quelqu'un de politiquement marqué, ça ne doit étonner personne. On va sortir du zapping en parlant de la CAN 2019. Il y a on va dire, les experts de la CAF qui viennent de faire un dernier séjour, parce qu'après ce passage-ci, ce sera définitif en décembre. On aura, si oui ou non, le Cameroun définitivement va organiser cette CAN. En deux mots comme ça, monsieur Emmanuel Kounié, on peut un peu commencer à sourire. La lecture que vous faites, en regardant comme tout Camerounais l'état d'avancement des travaux, notamment dans la ville de Douala où vous vivez. Nonobstant tout ce que nous voyons et qui ne nous semble pas être de nature à permettre que les choses se passent normalement, je crois que nous souhaitons vivement que la CAF nous laisse organiser cette CAN, parce que ce que l'État a pu mettre dans cette opération est très important, et nous pensons que si d'aventure cette CAN nous était retirée, ça nous porterait beaucoup trop de préjudice, parce qu'il y a eu même des opérateurs économiques du secteur privé qui ont investi dans les infrastructures privées dans la perspective de la CAN, et s'ils se retrouvent dans des opportunités perdues, je crois que la CAF doit elle-même comprendre qu'elle nous a mis en difficulté en faisant passer le nombre de clubs je crois de 16 à 24, non, de 16 à 24, et le Cameroun en réalité n'avait pas les moyens réel pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser de manière... relever le défi. De relever le défi. Mais bon, on est allé comme on pouvait, et on a essayé de faire ce qu'on a pu faire. Et moi, je crois que ces gens-là doivent tout faire pour ne pas nous retirer la CAN. Parce que s'ils nous retirent la CAN, moi, je crois que la réaction serait de leur porter plainte. Parce que, c'est vrai, nous sommes entrés dans une opération comme on est entré, mais j'avoue qu'eux aussi, ils ont fauté. Donc, il faut que les pertes soient partagées, qu'ils nous laissent organiser cette CAN. C'est vrai, nous avons plein de problèmes dans notre pays, mais je crois que les Camerounais ont besoin de cette CAN pour beaucoup de choses. Peut-être que même la victoire les 71% dont M. Biya se prévaut va pouvoir, n'est-ce pas, être enterré avec cette affaire. Être mieux digéré. On peut digérer, parce que même quand vous parlez des gens qui réagissent là, ils ont déjà 71%, et les autres ne sont que 31%. Je comprends pourquoi à 71%, ils ne peuvent pas. Partout où ils se trouvent, ils doivent être à 71%. Donc, ce débat ne devrait pas avoir lieu, parce que 39% ne feront rien contre 71%. Mais la nuit, c'est que 29%. Mais les 71% sont en train de crier sur tous les toits, oh, on boycotte, on fait ceci, cela. C'est peut-être parce que les 29% ont pris des vuvuzelas aussi. Oui, ça ne fait rien. Mais la nuit, c'est qu'il y a des taches d'huile et c'est perceptible. S'ils ont 71%, qu'ils utilisent les 71% pour calmer le jeu. Mais j'ai l'impression que les 71% là, c'est peut-être 10 ou 15%. Bon, donc, pour revenir à la CAN, moi je crois qu'il faudrait qu'on fasse tout et que la CAF comprenne que nous retirer cette CAN,
serait un grand problème pour le Cameroun et pour le football, parce que nous sommes déjà prêts à suivre cette CAN. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi, même dans le privé, et que ces opportunités, si ça devient des opportunités perdues, ça va coûter très cher à notre économie, très cher à notre peuple. Surtout, Dr Fogoum, qu'on est allé jusqu'à lancer dernièrement notre emprunt obligataire pour pouvoir achever ces travaux, ces infrastructures prévues pour la CAN 2019. Ce matin encore, on apercevait les bus qui étaient en train d'arriver dans la ville justement pour la même compétition. Ce serait gravissime quand même, qu'au terme de cette dernière visite, qu'on puisse enlever cette CAN au Cameroun. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez, vu l'état d'avancement des travaux, n'est-ce pas, il n'y a plus de crainte. Parce que il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Nous, on habite dans le même pays. Il n'y a plus de crainte. Le Cameroun fera sa CAN. Parce que à tous les niveaux, les travaux, nous sommes à Douala, nous sommes à 80%, n'est-ce pas, en termes de pourcentage d'avancement. Et nous serons dans les délais lorsque le 21 ou le 31 décembre, après la réunion au Caire, lorsqu'Ahmad Ahmad donnera officiellement le nom définitif du pays organisateur, vous êtes sûr qu'on peut aller rassurer? Donc vous pouvez rester tranquille, nous aurons cette CAN. Il n'y a rien qui n'est-ce pas, qui nous fait peur. D'accord. Docteur Biada, vous partagez cet optimisme du docteur Fogoum par rapport à cette CAN 2019? Bon, je dois vous avouer, madame, j'ai l'habitude des organisations. C'est souvent assez difficile, président. Je vous prends un exemple. Nous avons eu à organiser, nous sommes en 2008, un événement pour l'ensemble des PME que nous avions formés et qui étaient présents dans notre portefeuille. Donc il y avait à peu près 12 PME qui faisaient dans le domaine technique, dans la transformation des produits. Madame, nous leur avons mis à disposition des stands gratuitement. Mais le simple fait qu'il n'y avait pas simplement du courant triphasé là-bas a fait que ces gens, malgré leur bonne volonté, ne pouvaient pas assister à la foire. Pourtant, ils étaient venus. Donc, monsieur Foucault, quand vous dites il reste 80%, nous sommes à 80. Nous sommes à 80%. Je n'ai jamais dit qu'il reste 80. Nous sommes à 95%. 85%. 80%. Moi, je dis nous sommes à 99%. Si on vous donne une maison où il n'y a pas de toilette, où il n'y a pas de clim, avec vos jeunes enfants qui viennent en vacances, là, on vous demande de vivre là-dedans, c'est impensable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de clim, il n'y a pas la télé. Avec ces enfants dans une telle maison qui est achevée. Je le dis pourquoi? Parce que vous êtes en train d'indiquer quoi? Le gros œuvre, s'il est terminé, il reste les finitions. C'est les finitions qui prennent le plus de temps. C'est les finitions qui prennent le plus de temps. Vous avez une maison, vous avez une maison. Tout est calculé. Tout le monde Tout est calculé. Non, okay. Monsieur Fogoum, ces gens-là, en fait, nous ne voulons pas jouer au je crois que l'électricité est déjà là. Je n'ai pas terminé, je conclue. Non, bien sûr. Non, je vous donnais juste l'information. Voilà. Habitant de ce côté-là, on a déjà là. Le pessimisme n'est pas acceptable dans cette situation. Non, personnellement, je suis en train de vouloir dire ceci, monsieur Fogoum. Il faudrait pas également qu'on engage des gens dans une situation telle que si ça arrive qu'on nous retire la CAN, que les gens se tuent pour ça, on pourra balancer. On pourra balancer. Nous avons été sur le terrain, nous n'avons pas tout dit. Vous dit qu'il n'y a rien à balancer. Non, je n'ai pas fini. On va avoir la CAN. Mais moi, personnellement, mon inquiétude tient de ce que nous sommes le 2 novembre. Le 2 novembre, il y avait une équipe de la CAN qui était là. Oui. Mais quelques 10 jours encore, 2 ou 3 jours après, il y a une autre équipe de la CAN qui vient encore. Je vous explique pour ceux qui n'ont pas compris. La première équipe qui est passée, c'était un problème de sécurité. Ils n'avaient qu'à regarder la sécurité. Est-ce que dans ce pays, en ce moment, on peut organiser un tel événement? C'était tout. Et l'équipe qui est venue après est venue regarder les infrastructures sportives, uniquement les stades, parce que c'est là où il y avait eu des petites informations données, des améliorations. Ils sont venus s'assurer qu'entre août et novembre, quand ils sont revenus, que tout avait été respecté. Donc, c'est deux missions différentes. La première, elle était conjointe avec la FIFA également, et la seconde, c'est uniquement la CAF. Ça, c'est pour informer ceux qui nous regardent. Maintenant, ça n'avait rien à voir avec les inquiétudes, hein, c'est programmé ainsi. Le chef de la délégation, la dernière qui est venue là, est rentré avant. Il n'a pas terminé les choses, il n'a pas terminé la visite. Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF, il n'a pas terminé. Il faut également le dire. Mais de mon point de vue, ça, c'est le cœur qui parle maintenant pour le Camerounais. Il faut que la CAN se joue ici.
Il faut vraiment que la CAN ait lieu. Mais en même temps, si je deviens un peu plus lucide, je dis si on nous retire la CAN, on n'aura pas à se tuer. Je dis très bien, on peut balancer. Ça va au Maroc pour 2019 parce que le Maroc également avait déjà préparé l'organisation de la CAN et on a eu cette histoire d'Ebola qui était venue. Ils ont désisté. Tout à fait, j'explique. Et puis à la fin maintenant, ils organisent et en 2021 maintenant, on nous renvoie ça ici. Il faudrait également préparer les gens à une autre éventualité. Madame, n'allons pas dans le sens de dire que bon, vraiment s'il n'y a pas la CAN ici, allons détruire. Il y avait même un bureau de la CAF à Yaoundé, c'est déjà fermé, allons brûler ça. Non, ne le disons pas. Préparons les populations à cette éventualité-là, c'est-à-dire la CAN peut avoir, et je le dis encore à 110%, c'est mon seul le plus ardent, que la CAN ait lieu. Mais inversement, si la CAN n'a donc pas lieu pour l'année 2019, on peut envisager autre chose maintenant et mieux se préparer, faire plein de choses maintenant qu'on n'a pas suffisamment fait à temps. Et à la fin, maintenant, la CAN va toujours avoir lieu ici chez nous. Mais je peux au moins indiquer, pas pour faire peur au pays qui va organiser, si la CAN est arrachée au Cameroun, que le Cameroun viendra encore remporter cette CAN de 2019, même si elle ne se tient pas ici. En 2017, on allait au Gabon, avec des gens qui n'avaient pas de nom, madame, des non-name. Par contre, pour notre équipe nationale, hein, je ne serais pas aussi optimiste que... Nous irons, madame, nous irons désormais pour 2019, là, si ça ne se tient pas au Cameroun, on va constituer une équipe de non-name qu'on va amener à cette CAN de 2019, où que ça se tienne, et on va la ramener. C'est seulement 6 matchs, madame. Vous jouez 6 matchs, vous les gagnez, vous avez la CAN. C'est ce qu'on a fait au Gabon. Rassurez-vous, toutes les autres équipes pensent pareil. Vous avez 6 matchs, vous remportez la CAN. Mais sauf que tout le monde vient pour les 6 matchs. En 2 mots, pour sortir de ce sujet, vous vouliez... non, je crois que les Camerounais doivent cesser de penser que Dieu est né ici ou bien qu'il habite ici. Tout le monde, Dieu se trouve partout. Et puis, les gens ont les mêmes chances. Hein, les mêmes, Dieu a créé le monde entier. Dieu n'a pas créé le monde et certaines personnes ont créé le Cameroun comme les gens nous le font croire par moments. Moi, je crois que, s'agissant de cette CAN, j'ai peur. Si on nous retire cette CAN, je crois que nous aurons plus de difficultés en 2021 qu'en 2019. Connaissant ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils vont dormir, ils vont se réveiller peut-être 3 mois avant la fin en 2021 et on va se retrouver dans la même situation. Pour ma part, il faudrait qu'on organise la CAN une fois pour toutes parce qu'ils sont au moins en mouvement, même s'ils ont... sont lancés dans les dépenses inimaginable avec tout ce que nous connaissons, qu'on puisse au moins organiser cette CAN pour nous permettre, n'est-ce pas, d'oublier tout ce qui s'est passé. Parce que si cette CAN n'est pas organisée, je ne suis pas sûr qu'en 2021, on sera plus prêt qu'aujourd'hui. Parce que je connais la mentalité des Camerounais. Dès qu'on va dire qu'on n'organise pas la CAN ici, ils vont dormir, les installations vont se dégrader, ils vont se réveiller peut-être 6 mois avant, ils vont se retrouver dans une situation pire que celle d'aujourd'hui. Donc, pour ma part, même s'il y a des problèmes de sécurité, qu'on puisse voir si on peut mettre un gendarme à chaque mètre jusqu'à Limbe pour organiser cette CAN et qu'on joue les matchs de Limbe et qu'on se tire de cette affaire et que ceux qui ont construit les écoles, ceux qui ont des restaurants, ceux qui ont des attentes des retombées économiques puissent tirer leur profit et qu'on s'en sorte. Parce que nous ne sommes pas capables de faire des projections sur 2-3 ans avec ceux qui nous gouvernent. D'accord, l'émission étant interactive, on va prendre quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour sur le panel. Je pense qu'Emmanuel Kounié n'est pas sérieux. Il essaie de légitimer tout ce qui est contre le régime en place dans le RDPC. C'est ce discours qui tend à éloigner les jeunes du SDF, qui le sachent. Et qui sachent qu'être opposant ne signifie pas être terroriste. Les élections sont déjà passées et ceux qui terrorisent nos artistes doivent être sanctionnés. N'appelez pas, s'il vous plaît, c'est uniquement par SMS que les réactions sont attendues. Voilà. Bonjour Bonsoir sur le plateau. La diaspora qui se dresse contre les musiciens ne sont pas partisans de Camto. Roméo perd le Nord. Moi, je pense que la CAN aura lieu, mais dans des conditions défavorables, d'autant plus que le constat fait jusqu'ici ne montre la réalité effective du déroulement de cette CAN. C'est compliqué quand même, hein, lorsque vous appelez, ça freine un tout petit peu la lecture des SMS. Merci donc de le comprendre. On va prendre comme ça au pif. Bonsoir à vous les parents. La CAN est déjà au Cameroun, même si la CAF veut nous déranger. Le Camer est prêt.
On va avancer, hein, on prend au pif. Bonjour sur le panel. Je pense qu'il a renvoyé plusieurs fois. C'était le SMS lu tout à l'heure par rapport. Le panéliste qui cite des artistes qui ont chanté pour le renouveau sans être inquiétés ne devrait pas oublier qu'en 92, Anne-Marie Nzié est passée à la CIATV, dit que sa chanson Liberté est pour le RDPC et non pour le SDF. C'est Pierre de Bafoussam qui écrit... Oh là là, bon, en même temps, hein. Il y en a qui me cherchent à moi-même des problèmes aussi. C'est tout cela. Je trie comme ça au pif. Bonsoir. Si être homme d'église signifie qu'on n'est plus citoyen et qu'on ne peut plus donner son avis sur la marche du pays, alors ne leur délivrez plus ni carte nationale d'identité, ni carte d'électeur. C'est Guy qui écrit, je crois, par rapport au premier sujet que nous avons abordé. Bonsoir, que le monsieur en chapeau ne nous leurre pas. Le SDF a toujours voulu pallier le litige dans la partie anglophone. Les députés du SDF s'étaient insurgés par rapport à ça lors de leur conclave. À l'Assemblée, c'est Claude Damien Nemba qui nous écrit ce matin à cause de ces appels. Je suis obligée de m'arrêter parce qu'il faudrait uniquement écrire des SMS. Merci de ne pas lancer les appels. On ne pourra pas les prendre. Une transition, on va s'intéresser à André Mamafouda en quelques minutes qui est sur la sellette cet après-midi pour parler de cette couverture de santé universelle. Il y a quelques jours, il était devant le Parlement dans le cadre d'un forum à l'Assemblée nationale pour annoncer l'état d'avancement de cette couverture de santé universelle pour tous. Je pense que c'est un projet de longue date qui est très attendu par les Camerounais, d'autant plus qu'on a soif de pouvoir se soigner dans ce pays sans avoir à débourser des sommes faramineuses. Mais aujourd'hui, on annonce quand même les derniers préparatifs dans ce processus. Je crois qu'il faut qu'on aille même très vite. Pourquoi ne même pas créer tout un ministère de la santé, couverture santé universelle, un ministère dont les premiers indicateurs d'évaluation de sa performance, il est dans ce sens-là. Surtout qu'il annonce un recrutement de 5000 éléments du corps médical pour soutenir ce projet. Hein. Oui, tout à fait. Ce serait une bonne chose. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise normale qui paye ses cotisations au niveau de la CNPS, en termes d'accident de travail, allocation familiale, pension vieillesse, vous pouvez aussi être quelqu'un qui, dans un autre cas, relève de ce qu'on appelle l'assurance volontaire. C'est un projet que la CNPS a lancé à travers son ministère de tutelle, hein, ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ça date de 3, 4, sinon 5 ans. Donne la possibilité à ceux qui ne travaillent dans aucune entreprise, à tout ce qu'on peut appeler des travailleurs indépendants, de pouvoir cotiser donc auprès de la CNPS et assurer leur vieux jour, d'une part, et d'autre part, bénéficier des prestations de la CNPS en termes d'allocation familiale. Je ne vais pas vous couper, docteur Biada, parce que quand vous parlez de CNPS, ça nous donnerait envie de faire tout un débat, hein, parce que la situation de la CNPS au Cameroun, peut-être on arrivera dessus à d'autres occasions, ça mérite une émission entière. Franchement, ça va être compliqué quand même pour rester dans la même logique de travailler en connivence avec la CNPS pour pouvoir mettre sur pied ce système. Ça en vient un tout petit peu au blocage qu'on observe. Est-ce que André Mamafouda ne se projette pas un peu trop vite quant à la fin de ce projet? Non, c'est parce qu'à l'occasion, on aura donc à changer la CNPS. Ça ne sera plus la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais plutôt la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est différent. Prévoyance sociale, je m'occupe uniquement des actifs, ceux qui travaillent. Vous ne travaillez pas, je ne prends pas part de vous. J'ai mon numéro matricule à la CNPS au point que quand je débarque dans une structure qui est prestataire, donc qui a des relations avec la CNPS, quand je présente donc mon matricule, sur cette base-là, je reçois les prestations. Alors que si on va dans le sens de la couverture santé universelle, il suffit simplement que quelque chose vous arrive dans un établissement hospitalier. La prise en charge est d'abord systématique. Le reste maintenant vient après. Donc vous voyez très bien qu'à l'occasion, on aura à faire cette réforme-là qui fera que la CNPS va devenir la Caisse nationale de sécurité sociale et vous n'aurez donc plus simplement à travailler ou alors à être travailleur indépendant. Quelque chose pourrait vous arriver à l'hôpital. La prise en charge, dans le cadre de la couverture santé universelle, la prise en charge est systématique et le reste, les régularisations et tout le reste, ça sera après. J'indique aussi, madame, pour laisser la parole, que l'État a tenté déjà de faire quelque chose dans ce sens avec la création, il y a 3-4 ans, à Yaoundé, sinon un peu plus, ce qu'on a appelé le CURI, Centre des urgences de Yaoundé. C'est-à-dire, en cas d'accident, lorsqu'on vous amène de ce côté-là, la première préoccupation d'abord, c'est vous administrer les soins et la régularisation de la note maintenant, ça vient après.
Mais voilà, est-ce que ce ne serait pas logique d'avoir ce système dans tous les hôpitaux publics du Cameroun au lieu d'avoir simplement des centres créés dans ce sens? Est-ce que vous avez la sensation, Président Fogo, qu'André Mama Fouda, pour l'instant, réussira à mener ce projet à terme? Parce qu'on a écouté, on parlait au départ de 184 pathologies qu'on pouvait prendre en charge dans ce cadre-là. Désormais, c'est 150 qu'il a annoncé devant le Parlement. On va au fur et à mesure, en réduisant un tout petit peu la quantité d'apport qu'on peut pour la population. Et en plus, une population inactive qui ne pourra rien payer, mais qu'on devra prélever chez ceux qui travaillent. Parce qu'on ne va pas se bloquer à un autre problème vu les salaires des Camerounais. Ben nous, au niveau de notre parti, dans son article 18... Ah, dans le Parti vert? Oui, bien sûr. Tout cela avait été déjà prévu. Hein. Nous en avons parlé depuis 1992. Et nous l'avons soutenu et nous avons permanemment écrit au ministère de la Santé pour l'amélioration de la santé du Cameroun. Parce qu'en fait, nous, au Parti vert, nous nous battons pour la régularité des soins au Cameroun et ensuite pour la vie équilibrée de tous les Camerounais et dans tous les sens. Effectivement, dans cet article, nous avons développé, n'est-ce pas, ce pan, mais malheureusement, comme nous ne sommes pas encore à l'Assemblée, on ne se fait pas entendre. Mais nous avons quand même saisi beaucoup de médecins. Parce que sur le plan de la normalisation, parce que vous avez oublié tout à l'heure, j'ai dépassé le cas de l'imprimerie, je suis, n'est-ce pas, je travaille dans la normalisation. Donc, dans ce cadre-là, je suis expert en normalisation. Dans ce cadre-là, nous avons saisi le ministère de la Santé. Et en ce moment même, d'ailleurs, nous avons un dossier sur ma table, n'est-ce pas, qui négocions déjà ce pan de la chose. On devait commencer par l'hôpital général et l'hôpital la Quintini. Et nous attendons, n'est-ce pas, qu'on nous donne l'autorisation pour qu'on puisse déjà relancer, n'est-ce pas, cette idée au niveau du parti et qu'on retrouve la possibilité ou la capacité, n'est-ce pas, de soutenir le gouvernement dans ce sens. D'accord. Donc, pour l'instant, hein, si on vous entend, le dossier étant encore sur la table et vous attendez encore les accords, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de temps à attendre au Cameroun avant de finir par avoir une santé accessible à tout le monde. Quand moi j'entends ce que le ministre dit, je me demande comment est-ce que de manière opérationnelle il va pouvoir mettre cela en place. Parce que si vous dites que les gens doivent, qu'il s'agit d'une assurance santé universelle, ça veut dire que au moins les urgences doivent être gratuites. Hein. Et si les urgences doivent être gratuites, si c'est une assurance santé universelle, il faudrait que ça s'étende à tous les centres de santé possible imaginable. Et si tel est le cas, bon, je me demande qui va financer. Comment allons-nous financer cela? Pour les travailleurs, d'après ce qu'il dit. Oui, mais si vous dites que c'est les travailleurs vont financer pour 1300 milliards, si j'ai bonne mémoire, qui sont déjà après sa dernière sortie. Ce que nous avons, sans le bien sûr, le financement, à notre niveau, le financement était vu de manière simplifiée. C'est que chaque Camerounais payait 1000 francs et il avait une carte. Donc, la carte bleue, un peu comme partout ailleurs. Chaque fois qu'on retrouve cette carte bleue dans votre poche, pendant que vous avez fait un accident, vous n'avez pas de problème, on vous prend en charge immédiatement. Bon, mais au niveau du personnel, c'est-à-dire au niveau des travailleurs, n'est-ce pas, on devait s'entendre avec le système patronal pour que leur participation soit un peu plus élevée. Mais pour le Camerounais moyen, le Camerounais simple, n'est-ce pas, le Camerounais lambda, vous payez 1000 francs et vous avez votre carte bleue. Et sur la base de cette carte... Il faut préciser, c'est 1000 francs par mois? Non, c'est 1000 francs par an. Par an? Par an, 1000 francs par an. Et vous êtes pris en charge partout où vous arrivez. Mais il suffit qu'on vous trouve avec une carte bleue.
D'accord. Pour comprendre donc, hein, ce sont les travailleurs qui devraient porter sur leurs épaules le gros. Oui, oui, les travailleurs doivent porter sur leurs épaules le gros selon le projet de monsieur le ministre de la Santé. Mais j'avoue que ces travailleurs eux-mêmes sont déjà, n'est-ce pas, dans une situation inconfortable. Quand le SMIC est à 36 000 francs, avec les salaires de catéchistes, vous savez, au Cameroun, chez nous, il y a des gens qui touchent 6 millions de francs par mois. Mais quand vous dites que le SMIC peut être peut être du montant de 160 000, tout le monde trouve que c'est un scandale parce que c'est exagéré. Alors qu'en Guinée équatoriale, les gens ont un SMIC de près de 150 000 francs par mois. Donc moi, je crois que l'on dise que c'est les travailleurs qui vont payer, ça ne va pas être évident. Et j'admire bien le ministre de la Santé qui veut apporter les réformes, mais je le plains parce que je suis presque certain que c'est encore des mots et pas plus. Parce que cette réforme-là ne me semble pas bien huilée. Nous avions pensé qu'on pouvait payer 1 000 francs par mois pendant 12 mois et avoir un plafond de soins pendant une année. C'est-à-dire qu'on peut dire, vous avez... Un peu comme l'assurance, voilà, un peu comme l'assurance. Un plafond de soins par an. Et puis, systématiquement, quand on voit que vous avez actualisé votre paiement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en retard de ces paiements-là, vous avez le soin dès que vous êtes malade. Voilà, c'est ce que nous avons pensé. Mais maintenant, dire que les travailleurs vont payer pour ceux qui ne travaillent pas, encore que les travailleurs, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui travaillent même, c'est le sous-emploi chez nous, c'est la règle. Et l'emploi décent, c'est l'exception. Donc je ne pense pas que cette petite poignée de personnes qui travaillent puissent, n'est-ce pas, être en mesure de supporter une assurance santé universelle. Donc moi je crois que le ministre doit revoir sa copie. Je peux parler, madame? Oui, vous pouvez, ça pour réagir. Vous savez, il s'agissait d'une assurance. Quand vous avez payé, vous ne tombez pas immédiatement malade. On n'en sait rien. Personne ne prévoit la maladie, président Fogoum. C'est pour cela. Je peux venir de payer mes 1000 francs et après, je dois me faire opérer une semaine après. En principe, si on voyait les choses comme ça, les assurances n'existeraient jamais. C'est un problème de, n'est-ce pas, de la sommation. De probabilité. Hein? C'est chacun qui participe, malade ou pas malade. Vous participez. Et le jour où vous êtes malade, alors on vous prend en charge. Donc, c'était pas compliqué. Il suffisait tout simplement que la structure soit mise en place, organisée, modélisée et qu'on mette effectivement les 5 000 bons hommes au travail pour, n'est-ce pas, participer à la mise en place, n'est-ce pas, de ce fonds. J'espère qu'on verra le bout du tunnel. Ce serait bien pour tous les Camerounais d'avoir l'accès à la santé avec beaucoup de facilité. Merci. Mais on reste quand même convaincu, ou plutôt on va le dire avec Emmanuel Kounié, que le ministre de la Santé a encore beaucoup à faire. Non, je crois qu'il est allé très vite et puis bon, je suis presque certain que c'est encore un discours, c'est de la rhétorique habituelle. Sans transition, on parle de santé, on parle d'éducation directement, puisque c'est quasiment sur le même palier. On va dire 2 mots sur l'éducation. La nouvelle est tombée peut-être après la sortie du ministre, puisque la rumeur était déjà circulante, et bien sûr les parents également l'avaient constaté sur les documents déjà à la maison, ce retrait du module qui dérangeait, mais c'est désormais officiel. Je pense qu'on peut clore le débat désormais, docteur Biada, avec ce livre de sciences de 5e, ça c'est pour parler de l'éducation désormais, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une femme heureuse, ou bien une occasion de remettre en question beaucoup de choses aussi. Je dois dire quand même que je suis un peu déçu. Parce qu'en fait, c'est un nouveau septennat que nous sommes en train d'aborder. Il faudrait, de mon point de vue, que ce soit le septennat de la célérité, le septennat de l'efficacité. On ne fait pas de l'efficacité dans l'inertie, dans l'attentisme. Tout ce qu'on est en train de dire là, les mots obscènes qui avaient été relevés dans ce livre-là, ça avait été porté à l'attention du public, je crois, au mois de septembre. Le Premier ministre, dans le cadre des conseils de cabinet qu'il tient à la fin de chaque mois, je crois, a dû instruire Madame le ministre des Enseignements secondaires de faire quelque chose. Nous sommes en septembre, on laisse septembre passer, on laisse octobre passer. Nous sommes en novembre avant de réagir. Donc, de mon point de vue, la réaction vient tardivement. Mieux vaut tard que jamais, mais ce n'est pas un comportement à encourager pour le cas de ce septennat. C'est de grandes opportunités. Madame, ça tombe même très bien. Le président parle du septennat de grandes opportunités. Mais si vous êtes lent à saisir une opportunité, c'est terminé. L'opportunité va disparaître. Le Cameroun, désormais, bénéficie de ce que toutes les marchandises, je ne prends que le cas des machines,
dont il est établi que l'origine européenne rentre ici en franchise de droits de douane. Au lieu d'acheter maintenant, vous traînez, madame, l'opportunité, lorsque vous ne la saisissez pas, elle devient une menace. Parce qu'en fait, lorsque vous faites, ça s'appelle le diagnostic stratégique des entreprises, vous avez d'une part les forces et les faiblesses, et d'autre part maintenant les opportunités et les menaces. Donc quand on parle d'opportunités, on parle fatalement de menaces. Donc un problème comme celui-là qui avait déjà été identifié, ciblé, traité par l'opinion, l'avantage même c'est que ça avait été mis sur la toile et les gens ont fait beaucoup de contributions. On a dit à chacun, qu'est-ce que vous proposez? Non, qu'on retire du programme ou alors qu'on ne retire que cet extrait-là. Donc, tout avait été fait à l'époque. On a traîné avant de prendre la décision. Mon souhait, c'est que dans le septennat des grandes opportunités, qui, de mon point de vue, peut être le septennat de la célérité en matière de prise de décision, il faudrait plus qu'on traîne avant de prendre des décisions pour des opportunités que nous avons en face. Sinon, ça va devenir des menaces. Donc, madame, autorisez que je me réjouisse en tant que parents d'élèves, que cette décision préparée moi, depuis vous très longtemps... n'aurez pas à prononcer des gros mots. Non, pas du tout. Je ne le dis pas, madame, tout le monde sait que j'ai un registre vocabulaire assez au bombré, dans lequel je pourrais trouver toutes les formules de rhétorique possibles, les antonomases, les catachrèses, les prosopopées ou les allitérations. Donc ça, ce n'est pas un petit problème pour nous. Nous savons très bien comment exercer notre art oratoire en public et surtout devant un public merveilleux comme le vôtre, celui de LTM Télévision, la télévision du monde. Nous prenons l'engagement de ne pas dire des choses qui aillent dans le sens de dégrader notre position dans le public. L'opinion nous positionne comme l'un des orateurs qui se trouve au-dessus du panier, madame. Nous n'allons pas dire les choses autrement. Donc nous nous réjouissons de la décision qui vient d'être prise à l'effet d'extrait de ce livre de 5e là. Mais mon point de vue, si j'avais fait une proposition, ce serait de sanctionner ces gens-là en retirant ce livre. Donc prochainement, quelqu'un d'autre qui viendra avec un autre livre saura très bien que si c'est perçu, on va retirer ce livre et tout ce qu'il a investi dedans, il va le perdre. Mais si c'est simplement qu'on va sortir les extraits querellés et puis injecter à nouveau le livre dans le marché, cela pourrait se répéter. Donc de mon point de vue, c'est déjà une bonne chose, même si ça arrive tardivement. Ce qu'il dit le docteur Biada n'est pas faux, hein, président Fogoum. On ne pouvait pas peut-être retirer ce livre puisque l'année scolaire était lancée et que c'est encore tout un processus. Vous qui faites dans ce domaine, vous allez sûrement mieux nous l'expliquer pourquoi ce n'était pas possible de retirer entièrement le livre. Oui, on ne pouvait pas. D'abord, quand les livres sont... vous savez, on est rentré dans un système de livres unique. Bon, étant donné que ce livre était déjà sur le marché, et non seulement sur le marché, mais les enfants avaient déjà acheté une bonne partie. D'ailleurs, les parents, n'est-ce pas, se l'étaient approprié. Bien. S'il faut maintenant retirer le livre, il faut le remplacer par un autre. Or, on n'avait pas celui qu'il fallait pour le plan B. Le plan, il n'y a pas de plan B. Bien. Cela étant, on avait la possibilité de charcuter. J'emploie les termes techniques de l'imprimerie, de charcuter cette page-là, de l'enlever. Président, vous me permettez une minute, je brûle d'envie de parler là, s'il vous plaît. Mais ce n'était pas un livre mystique, président. Ce livre est venu remplacer un autre livre de l'année dernière, puisque vous parlez de livre unique. Mais on avait changé le programme. Mais ce n'était que la science, ce n'était qu'un livre de science en classe de 5e. On n'était pas dans une station orbitale où on lançait des navettes au ciel. On a placé quelqu'un pour le faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on rentrait en salle, vous avez parlé d'une commission. La commission, est-ce que la commission n'avait pas regardé cette affaire? Ne s'en était pas aperçu. Ça, le problème n'est pas au niveau de la consommation. C'est pas au bout, n'est-ce pas, que le problème s'est posé. C'était bien longtemps en amont. Il fallait donc le dire pour que l'éditeur demande à son imprimeur d'enlever cette page, de la remplacer par une autre, et même au cas du pire, de laisser cette page blanche pour ne pas perdre la numérotation de sa page. Parce que s'il enlève la page, il y aura chute de numérotation. Et à ce niveau-là, son livre sera bancal. Bien. Pour le faire, pour ne pas, n'est-ce pas, pénaliser l'éditeur, c'est-à-dire le moindre mal,
On s'en est rendu compte. Les parents ont décrié, tout le monde a décrié. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'est de demander à chaque professeur de charcuter cette feuille-là et de la mettre en poubelle. Et on continue avec le livre. En attendant que à la prochaine édition, alors on améliore. Et, n'est-ce pas, on change de page et on la remplace par une autre page mieux aménagée. Et à ce titre, n'est-ce pas, l'éditeur continue à rester dans ses frais, et en même temps, l'étudiant, n'est-ce pas, ne se trouvait pas. Donc en fait, c'est une solution qui arrange tous les partis dans ce problème. Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est charcuter cette page et continuer avec le livre jusqu'à la fin de l'année. Et à la prochaine, c'est un problème d'édition. Quand on parle d'une édition à une autre, il y a des améliorations. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on passe d'une édition à une autre. On passe d'une édition à une autre. Pourquoi? Parce que dans l'édition actuelle, on a découvert, n'est-ce pas, des bleus. On a découvert des bleus à l'imprimerie. Quand vous découvrez des bleus, vous les annotez. Et quand on relance la prochaine édition, on corrige tous les bleus qui ont été, n'est-ce pas, découverts dans... Bon. Donc, si, Président, si on vient découvrir tous ces bleus pendant que le livre est sur le marché, ça dénote quand même d'une sorte de précipitation qu'il y a eu dans la mise à... Madame, je vous en prie, vous parlez tout le temps de précipitation. On ne se précipite pas pour imprimer un livre. Mais pourquoi on vient donc découvrir tous ces livre, si vous voulez, les étapes sont... Il y a des étapes, s'il vous plaît. On passe d'une étape à une autre. Éclairez-nous. Voilà. Un livre se conçoit. Et quand le livre est conçu, n'est-ce pas, vous présentez le manuscrit. Quand le manuscrit est accepté, on passe à la composition. Et quand on a composé, n'est-ce pas, on prépare la pagination. Vous savez, il y a la pagination se fait par siège. Siège 1, siège 2. Chaque siège, c'est 16 pages. Donc vous pliez le livre en 16. Chaque livre se fait en... Quand vous voyez la couture d'un livre, ça se fait sur la base de 16 pages. Et passer cette étape de pagination. De pagination, n'est-ce pas? On arrive maintenant à l'approbation. Vous balancez, vous ramenez la maquette à ce que vous avez dit tout à l'heure. Commission nationale du livre et du matériel didactique. Je vais m'arrêter là une minute, si vous permettez. La mission corrige, donne son OK, et vous rentrez à l'imprimerie. Quand vous tirez, n'est-ce pas, le premier bouquin, vous tirez pas tous les bouquins, vous en tirez 10 ou 20. Vous balancez pour obtenir le bon à tirer. Quand vous avez votre bon à tirer, l'éditeur est capable de dire non, ça c'est votre faute, parce que nous avons n'est-ce pas, de commun accord, comme il a dit si bien. Valider ce livre. Donc. Mon livre. Donc automatiquement, il fallait trouver une solution où l'éditeur ne soit pas également perdant. Mais sinon, madame, au Cameroun, quand vous parlez de livres, vous voyez un seul livre. Mais le monsieur va vous balancer, peut-être la commande était de 100 000 livres. Or, 100 000 livres seulement fois 100 francs, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Cependant, ce livre coûte au moins 3 à 4 000, je crois. Oui. Or, ça veut dire que c'est sorti de l'imprimerie à au moins 2200 ou 1500. Et avec les frais de ceci ou de cela, transport et tout, on revient ici à 2200. Mais l'éditeur paye 1500 à l'imprimeur. 1500, par exemple, multiplié par ce que vous connaissez, vous savez, ça fait des tonnes d'argent. Et il est très... Parce que, d'autre part, étant donné que c'est une commande de l'État, la banque intervient. La banque souscrit, la banque paye, la banque a fait des avances.
Du coup, alors, vous comprenez que le monsieur est endetté. Parce qu'il est très sûr de vendre ses livres, la banque est sûre de rentrer dans ses fonds. Alors, n'est-ce pas, il tire. Voilà. Donc on peut comprendre aujourd'hui pourquoi on a juste charcuté le module au lieu d'enlever complètement ce livre au programme. Je suis très malheureux d'écouter, n'est-ce pas, ce qui se passe parce que qu'on vive dans ce système où on fait tout au pif. C'est-à-dire, on se lève le matin, on décide qu'on va mettre ce livre au programme. Et puis, subitement, après, on se rend compte qu'il y a des éléments. On dit qu'il y a une commission nationale du livre. Mais il fallait bien que cette commission soit capable d'être composée, d'avoir en son sein les gens de tous les aspects qui puissent, n'est-ce pas, regarder toutes les dimensions du livre. Il ne faut pas que le peuple devienne l'arbitre du travail qu'on a confié à certaines personnes. Ces gens-là sont payés pourquoi? Moi, je crois que ça rentre dans ce qu'on appelle la malgouvernance. Hein? La malgouvernance, il y a des cas à ne plus en finir. On a vu une dame qui a été envoyée en prison et c'est le président qui vient devenir le conseiller de ceux qui devaient porter le jugement de valeur et c'est lui qui doit leur dire ce qu'ils doivent faire, etc. Non, une république ne fonctionne pas comme ça. Je crois que ces gens-là n'ont pas bien fait leur travail et tous ceux qui sont dans cette commission devraient être virés. Parce qu'on ne prend pas un livre, on le met au programme, et maintenant c'est le public qui commence ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que les gens ont dit ici, on tend l'oreille pour voir si on est d'accord, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas à leur place. Donc moi je crois que ça c'est ce qu'on appelle le travail mal fait, et on ne peut pas gérer un pays comme ça. Je crois que tous ceux qui sont dans ce circuit-là ont failli à leurs tâches, à leurs obligations. Et pour cela, il faudrait reformer ça, reformuler, pour que nous ne puissions pas subir, n'est-ce pas, les travers de cette envergure-là. Dans d'autres pays, il y a le problème du livre. Je n'ai jamais entendu que dans un pays, on met les livres au programme et que ça crée un tollé général, et que, parce que ça crée un tollé général, on décide de retirer le livre, et quand bien même on donne des consignes, on attend et un matin on dit qu'on a décidé d'enlever des pages. Moi, nous avons été à l'école, donc pas subi des histoires de cette nature-là. Donc comment dirais-je, cette dégradation comment dirais-je, des mœurs ou de je ne sais pas comment je peux l'appeler, la preuve que notre système, dans son ensemble, est en train de se dégrader. S'il vous plaît. En 30 secondes. Oui, je crois que M. Kounye parle en amateur. Parce que si vous connaissiez le métier... Vous avez vu ça où? Je vous en prie, si vous connaissiez le métier, vous ne diriez pas ce que vous venez de sortir. Vous parlez il parle comme tous les Camerounais qui n'ont pas toujours la connaissance. Mais parce que le Camerounais... Vous avez déjà vu ce qui s'est passé là où? Le Camerounais qui consomme le livre n'est pas technicien. Il n'a pas besoin d'être technicien. C'est lui qui vous a dit ce qu'il faut faire. Ça, c'est d'un. C'est lui qui vous a dit ce qu'il faut faire. De deux. La commission a eu des raisons. Parce qu'en principe, ce qui a conçu, la commission a eu des raisons pour accepter cette page-là. Et puis, ce n'était pas qu'une page. C'était un livre de sciences. C'est un module. C'est un livre de sciences. Donc, cette page-là a dû recevoir l'accord de la commission. On revient là-dessus. Et dites-vous une chose. C'est la commission que je le La commission, attends, je me mets un peu à la place de la commission. Pas parce que je veux supporter le livre, mais tout simplement parce que les gens ont eu à penser que ces choses que nous voyons ici, c'est la même chose que nous voyons nous voyons à la maison, dans les films, et que lorsque nous ne sommes pas là, nous ne savons pas ce que les enfants voient. Autant les éduquer de manière à ce que, lorsqu'ils sont devant ces images, qu'ils ne soient pas, n'est-ce pas, étouffés. Donc, j'ai dit que je ne défends pas le livre, mais voilà comment la commission a eu à penser. Donc, ne parlez pas de la malgouvernance, de ce que vous voulez. Il fallait laisser le livre. Non, écoutez, ne profitez pas toujours d'une occasion pour vous déverser. On sait que vous avez des problèmes. Vous êtes foireux. Vous êtes foireux. On sait que vous avez des problèmes. Et quand vous avez des problèmes, ne profitez pas, n'est-ce pas, d'une aiguille pour raconter, n'est-ce pas, vos malheurs. Si vous avez échoué, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Vous avez échoué. C'est pas de ça qu'il s'agit. Gardez votre position et préparez-vous, n'est-ce pas, aux échéances prochaines. Quelle échéance?
avec la fraude et le vol. D'accord. On va rester... Voler comme... Mais nous, on ne vole pas. Nous, si vous vivez avec les voleurs, ouais, mais nous, on vit avec des voleurs. On ne peut pas faire si vous vivez avec les voleurs, volez aussi. Voilà. Bon, restons dans le livre. On reste dans l'éducation. On va éviter de devenir des voleurs quand même, hein, mine de rien. Monsieur Kounié, je sors avec vous sur cette histoire d'éducation. Bien sûr, vous aurez votre point de vue à donner également en parlant de ce recrutement de 2000 enseignants pour les universités au Cameroun, l'enseignement supérieur, qui viennent d'être décidés, 1000 en 2019, 500 en 2020 et 500 en 2021. Je pense quand même que ce serait un début de solution pour les nombreux problèmes décrits dans les enseignements supérieurs au Cameroun. L'ennui, c'est qu'on ne dise pas après 2021 comment on continue. Bon, arrêtons-nous d'abord sur ce qu'on a dit. On ne peut pas s'arrêter, la récurrence. Bon, d'où vient-il qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a moins de... Ouais. Permettez en une seconde, monsieur Kounié. Je ne sais pas pour moi, pour les autres, mais il vous arrive par moment d'apprécier d'abord quelque chose quand même. Quand c'est appréciable, j'apprécie. Parce que mine de rien, on a un sérieux problème dans le système éducatif, pour ceux qui sont passés par l'université et tout. D'ailleurs, le professeur Luisson et Somba a eu l'occasion sur ce plateau de dresser la panoplie de problèmes enregistrés de ce côté-là. Donc, c'est un début, c'est une proposition qu'on pourrait d'abord apprécier après. Madame, l'ennui, c'est que nous avons aujourd'hui des problèmes qui datent de 10 ans. De 10 ans, c'est-à-dire que les gens ont vu le problème arriver. Il y a même tout ce qu'on recrute là existe, ont existé. On les a laissés à côté, on a laissé le système éducatif. Maintenant qu'on les recrute alors. Maintenant qu'on les recrute, est-ce qu'on résout le problème de ceux qui sont... Moi j'ai une fille qui a fait, au lieu de faire 3 ans, a fait 5 ans à l'école parce qu'elle n'a pas de professeur pour l'encadrer. Est-ce que quand on recrute maintenant, on résout le problème de ceux qui ont perdu 2 ans comment? On passe en perte des profits? Non, je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas tolérer qu'on puisse gérer un pays de cette manière-là. Je me souviens que c'est en 1982 que le président Aïdjo avait dit qu'on devait recruter 1500 licenciés pour la fonction publique parce qu'il avait appris qu'il y avait des licenciés qui ne travaillent pas. Il les a mis dans la fonction publique. Et c'était une façon de faire à l'époque parce qu'il voulait que tout cela soit recruté. Bon, aujourd'hui, qu'on aille au frigidaire, au frigo, sortir cette disposition pour venir nous la présenter aujourd'hui comme quelque chose de nouveau et d'essentiel et qu'on se met tous à applaudir, je dis qu'on aurait pu recruter ces gens-là au fur et à mesure qui sortaient de l'école et que le besoin se faisait sentir. À défaut de quoi, on a dormi. Les étudiants ont eu tout ce qu'ils ont eu. Je connais des enfants qui vont à l'école, qui font le master, qui font un cours sur 4. Le professeur n'est pas là, il est au Congo, il est au Gabon. Et il y a des gens ici qui peuvent faire le cours, personne ne s'en occupe. Et un matin, les enseignants qui sont même recrutés se mettent à gréver parce que c'est des doctorants. Monsieur Kounié, et sur la base de ça... dans le sujet. Oui, je dis, ça a été fait, ça va donner une bouffée d'oxygène, ça va même aider à restructurer, n'est-ce pas, l'éducation. Mais nous sommes allés jusqu'en 1921. Que ces gens-là nous parlent de leurs prévisions en 2021. En 2021, ils continuent comment? Ils ne peuvent pas nous dire. Il faut mettre sur pied un mécanisme de recrutement systématique. C'est-à-dire qu'il faut faire la prospective. Ces gens, chaque fois qu'ils se réveillent de leur profond sommeil, ils voient un problème, ils cherchent une solution au pif. Et on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Bon, ils étaient où depuis 10 ans? Monsieur Kounié, donc c'est peut-être quelque chose, et ça va aider, n'est-ce pas, à restructurer, n'est-ce pas, l'éducation au niveau de l'enseignement supérieur. Mais je suis certain je souhaiterais que, au-delà de ça, qu'ils puissent se projeter un peu dans le futur pour nous dire comment ces doctorants, ceux qui vont en doctorat, quand ils sortent, comment ça se passe et encore, comment on va les payer. Parce que quand ils vont prendre 1000, vous allez vous retrouver avec 400 qui vont démissionner parce qu'on va commencer à leur dire qu'ils ont 150 000 et des trucs comme ça. Et beaucoup vont s'en aller. Comme les 25 000 ont perdu au moins 40% de ceux qui avaient été recrutés. Ça, c'est la pratique. Donc, qu'ils encadrent ça un peu mieux et que ça cesse d'être, n'est-ce pas, une affaire qu'on cesse de jouer avec notre pays comme si c'était un terrain d'amusement. 20 000, j'allais dire 2000 enseignants bientôt recrutés pour l'enseignement supérieur au Cameroun. Il a dit tout à l'heure, peut-être une bouffée d'oxygène dans cet environnement qui en avait grand besoin, parce que les nombres de sorties d'universitaires ces derniers temps, on ne dénombre plus. Oui, moi je dis, et je le dis avec mes militants, que nous sommes heureux que le président de la République ait pris cette décision. Ah
En même temps, pour rester avec M. Kounié, nous sommes il n'y a pas de honte à imiter le bon exemple. Hein. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. De 82 à 2000, je le répète, nous sommes heureux. 36 ans. Nous sommes, tout le monde est passé par là, M. Kounié. Bon. Mais vous refusez, vous êtes formaté pour ne pas voir. Bon. Pour Quand respectez au moins que je finisse. Quand vous parlez, non, je vous ai rien dit du tout. Allez-y. Bien. Vous avez dit nous, au Parti Vert, nous sommes tout à fait heureux que le président de la République ait commencé à mettre en place, n'est-ce pas, ces promesses de campagne. Effectivement, 2000 docteurs et PhD, n'est-ce pas, viennent renforcer le corps professoral au niveau de l'université. Parce que, M. Kounié ne le sait pas, ça c'est un recrutement spécial. Ça n'a rien à voir avec le recrutement régulier. Parce que vous confondez tout. Je ne confonds rien du tout. Si vous voulez mélanger. N'oubliez pas qu'en faculté ou dans les universités, ou comme dans les entreprises, comme dans toute entreprise, on recrute régulièrement. Mais quand il y a un gap quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On réapparaît et on remet sur place, les éléments qui doivent réparer ce gap. Ici, c'est un problème. Ça c'est un engagement spécial. Un gap de moins de 2000. Ça, c'est un engagement spécial. Et dites-vous une chose, dans l'année prochaine, il est prévu que le président ferait encore de même, de manière à ce que d'ici 3 ans, nous ayons suffisamment, n'est-ce pas, d'enseignants pour réguler tous ces problèmes, n'est-ce pas, de personnel qu'on a dans toutes les universités. On espère quand même qu'après, on n'aura pas un souci de paiement aussi. Oui, mais il faut planifier. Il y a les conditions. Surtout, on rentre là tout doucement en parlant d'économie, mais surtout, il faut dire qu'entre les budgets qui doivent être votés, bon, on prédit quand même une croissance de 4,4 en 2019, donc c'est possible. Oui, même si les 4,4 n'atteignent pas les 6% qui avaient été prévus dans le document de stratégie pour la croissance et le développement et l'emploi, DSCE. Bon, c'est un milieu que je connais un peu bien, l'enseignement supérieur. C'est vrai que de ce côté-là, disons que la réforme de 1993 avait transformé les 600 universités qui existaient à l'époque en universités. Et on a pratiquement les mêmes enseignants qui partaient de Yaoundé pour Gaoundéré, de Gaoundéré pour Boya. Mais entre-temps aussi, l'État a créé distinctement de nouvelles universités. L'université de Bamenda, ce n'est pas un centre universitaire qui a été transformé. L'université de Marois, ce n'est pas un centre universitaire qui a été transformé. Mais dans cette démarche de distribution ou alors d'étalement des institutions de distribution du savoir, je dois quand même apprécier que le gouvernement, quand il arrive par exemple dans une région, on ne concentre plus les établissements là où se trouve le rectorat. Parce qu'à l'époque, pour prendre le cas de Douala, quand on disait centre universitaire de Douala, tout était à Douala. Voilà. L'INSET était à Douala, l'ESSEC était à Douala, l'IUT était à Douala. Mais avec la nouvelle politique mise en place par les populations, par le pouvoir public, on éclate. Donc, quelqu'un peut vous dire que je suis enseignant à l'université de Douala. On dit, ben, qu'est-ce que vous faites ici à Yabassi? Non, c'est parce qu'à Yabassi, il y a donc l'Institut supérieur halieutique qui est un établissement rattaché à l'université de Douala, mais son siège, c'est là-bas. Quelqu'un vous dit, ben, je suis étudiant à l'université de Douala. Et qu'est-ce que vous faites à Konsama? Je suis étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de l'université de Douala. Donc, même si c'est à Konsama, le siège, c'est là-bas. Quelqu'un est à Fumban, il dit, je suis étudiant à l'université de Tchang. On dit, ben, Tchang et Fumban, ça fait une bonne centaine de kilomètres. Non, Institut supérieur des Beaux-Arts de Fumban, de l'université de Tchang. Donc,
cette façon d'éclater les établissements comme ça, c'est une très bonne chose que l'État a eu à faire jusqu'ici. Quand j'arrive à Maroua, par exemple, l'Institut des sciences pétrolières, je suis à Kayélé, madame. Oui. Alors que Maroua, c'est dans le Diamaré, Kayélé, c'est dans le Mayo Kani. Donc ces 2000 enseignants, pour vous, viennent apporter une solution à cause de plusieurs établissements créés ici et là. Il faut également le corps enseignant qui doit suivre. Non, ce sont plus les docteurs, là, ce ne sont plus des étudiants, c'est des enseignants maintenant. Oui, tout à fait, c'est les enseignants qui devraient passer maintenant pour prendre en main l'encadrement de ces jeunes étudiants qui sont à Kousseri, qui sont à... J'ai pris le cas de Kayélé. Ouais. Madame, quand vous arrivez à Meganga, par exemple, Meganga, c'est une petite ville. Mais vous avez là-bas les GEM, l'école de géologie et d'exploitation minière de l'université de Gangoury, mais c'est basé à Meganga. Donc là-bas, on se rendait compte que c'est les gens qui avaient travaillé à l'IRGM, l'Institut de recherche géologique et minière, qui est un établissement public administratif dépendant du MINRESI, ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Donc c'est les gens, la géologie, c'est leur affaire. C'est eux qui partaient parfois dans cette structure, donner un coup de main, ou alors il fallait attendre un enseignant parti loin de la faculté de sciences à l'université de Gandéré pour faire tout ce trajet-là et venir donner quelques enseignements à l'école de géologie et d'exploitation minière. Donc de mon point de vue, le fait de donner rapidement ces 1000 étudiants-là, ça donne une bouffée d'oxygène. Mais ce que M. Kougnedi n'est pas toujours à combattre systématiquement, il faudrait qu'on planifie aussi le recrutement, parce que je vous ai dit que c'est un milieu que je connais un peu. Le Premier ministre a pris une disposition qui fait que lorsque vous êtes professeur de rang magistral, parce qu'à l'université, ce n'est pas grade, hein, lorsque vous commencez, vous êtes un attaché d'enseignement et de recherche. Après, vous passez maintenant à charger le cours. Ces 2 grades-là terminés, vous avez au-dessus de vous maintenant ce qu'on appelle les enseignants de rang magistral. Vous commencez d'abord par maître de conférence et vous plafonnez maintenant par professeur. En anglais, il dit ça très bien, full professor. Parce que quand vous êtes maître de conférence, il vous appelle associate professor. Donc full professor, c'est terminé. Quand vous êtes donc enseignant de rang magistral, vous êtes appelé à faire vos droits à la retraite à 65 ans. Le Premier ministre, pour faire donc face à cette pénurie d'enseignants, avait pris une disposition qui fait que, quand bien même vous êtes admis à faire vos droits à la retraite, cela est admis comme tel, mais vous restez encore à la disposition de l'université en maintenant votre salaire pendant 3 ans. Et après 3 ans maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Un peu ce qu'il est en train de dire. Donc je crois que ces jeunes-ci qui arrivent maintenant vont pas immédiatement remplacer les enseignants de rang magistral, parce que c'est après 40 ans que vous atteignez ce niveau-là. Mais ce serait déjà une très bonne chose de pouvoir prendre en charge certains étudiants. Ce qu'il dit n'est pas faux. Vous avez un module de cours à l'université, par exemple, sur la chimie des macromolécules. Si vous n'avez pas un monsieur qui sait de quoi il est question, il peut télécharger des choses sur Wikipédia, mais ça va s'arrêter à ça. En faculté de sciences, par exemple, on donne les cours en 3 temps. Premier temps, les cours magistraux. Deuxième temps, travaux dirigés. Et troisième temps, maintenant, travaux pratiques. Il peut raconter les blabla dans le cadre d'un cours de, on va dire quoi, dans les cours magistraux. Voilà. Mais quand on va dire, allons au laboratoire, quand il arrive au laboratoire, la laine meilleure, la phénophtaléine, l'héliantine, il ne pige pas grand-chose. Il peut même se tuer là-bas. Donc là-bas, c'est plus pratique de mon point de vue. C'est déjà une très bonne chose que le gouvernement ait pris sur lui de renflouer justement le personnel. Mais vous avez évoqué quelque chose de très pertinent. L'université, madame, ça nous fascinait. Quand on disait étudiant simplement à mon époque, les gens arrêtaient tout dans un marché pour vous observer. Vous étiez un objet de foire. Tout à fait. Il faudrait donc pas que les enseignants d'université soient des cadets sociaux. Ça, c'est pour dire le moins. Donc, ces gens qui arrivent là, vraiment, qu'on leur donne un traitement qui est à la dimension de ces gens. Vous n'avez qu'à voir. Dans tous les ministères, presque tous les ministères, vous verrez les professeurs agrégés là-bas. Pourquoi? Parce que tu restes en fac, tu enseignes, qu'est-ce que tu gagnes? Quand ils viennent au ministère maintenant, il a quand même quelque chose à gérer. Il ne faudrait plus que ce soit ainsi. Il faudrait que les gens qui arrivent là, que ce soit par vocation, que des paiements soient conséquents. Et M. Kougnedi, tout ce qu'il dit n'est pas faux. J'ai un jeune enfant, j'étais directeur général d'une entreprise de construction automobile qui était avec moi, ingénieur en aéronautique civile, et on l'a recruté dans le cadre de 25 000. On lui donnait 80 000 francs, madame, mais alors que dans la boîte où j'étais déjà, il touchait 340 000. Donc il a abandonné comme ça pour aller dans l'administration parce que c'était une bonne chose. Mais avec les 80 000 francs, il n'a pas pu tenir pendant 2-3 mois. Il avait ses relais en Angleterre. Il est retourné en Angleterre, mais j'étais content de le retrouver où il est instructeur maintenant dans l'armée, avec de bons galons. Ça, c'est conséquent. Mais on ne voudrait non plus que quelqu'un qui a sa passion et qui voudrait la réaliser. Ça peut être dans le cadre de l'enseignement, quand il rentre là-dedans, les conditions
d'exercice de son métier parce vous qu'il savez, abandonne le métier pour aller ailleurs. Docteur Biada, être passionné sur cette terre finalement est mal apprécié des uns et des autres. Plus vous êtes passionné, moins vous êtes payé. Malheureusement, c'est la réalité parce qu'on suppose que vous aimez tellement faire ce que vous faites que vous n'avez même plus besoin d'être payé. Vous vous payez en prenant plaisir. Dans ce pays, pas sur cette terre. C'est ce que j'ai dit, dans ce pays. Voilà. Malheureusement, c'est une réalité qui peut choquer mais qui finit par amuser. Hein. Oui. Il faut remarquer tous les passionnés vivent le même problème parce qu'ils montrent tellement d'amour à faire leur boulot qu'on croit en fait qu'ils se payent. Il profite de son boulot. Voilà, il profite de leur boulot. Allez, on va sortir, on va rentrer dans l'économie, hein, docteur Kounié, si vous permettez, parce que vous avez gribouillé beaucoup de choses là. J'espère que ce n'est pas un coup magistral dont j'aurai droit. On peut rentrer dans l'économie? Oui, c'est parce que vous avez parlé de taux de croissance que j'ai écrit sur le. D'accord. Après la transition, on rentre dans la croissance économique du Cameroun. Voilà, chez le FMI projette donc une croissance de 4,4. C'est vrai que je serais tentée de d'abord demander ce que ça implique, hein, ce qu'on doit comprendre par là pour tout le commun des mortels. Je vous l'ai dit en vous invitant, c'était la base de cette réflexion tout d'abord. Une projection, c'est vrai qu'en 2017, on était à 3,8 et que là, il y a une projection de 4,4 en 2019. Ça veut dire que pour eux, c'est une courbe croissante qu'on est en train d'écrire. Oui. Oui, le fait que le FMI prévoit une croissance de 4,4 pour le cas du Cameroun est une bonne chose, mais il importe également en toute honnêteté intellectuelle, d'indiquer que ce taux de croissance-là n'est pas de nature à nous permettre d'atteindre rapidement le point d'achèvement. Non, je veux dire l'émergence. Ce taux de croissance, d'ailleurs, est inférieur au taux qui avait été prévu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Nous sommes en 2009. Donc, les prévisions nous mettaient à 6% minimum par an. Donc, 2010, 6%, 2011, 6%, jusqu'en 2017, 6%. Mais vous vous rendrez compte qu'en 2016 même, avant que le président Biya ne convoque à Yaoundé le vendredi 23 décembre 2016, une session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC avec deux invités spéciaux, le directeur général Madame le directeur général du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, et puis Monsieur Sapin, le ministre français de l'économie. Notre croissance était, on tournait autour de nettement moins de 3%. 3,5 en 2016. On était pratiquement à moins de ça. Donc, résultat de course, nous ne pouvions pas faire face à certains de nos engagements. Donc, le FMI vient de dire que nous allons passer donc de 2,8 pratiquement de 3,8. Avant qu'il n'arrive, oui, le taux de croissance avait suffisamment baissé. C'est même pour cela que cette session avait été organisée parce qu'on disait, bon tiens, vos comptes de réserve extérieure ne vous permettent pas d'importer plus de 4 mois de marchandises. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut d'évaluer comme ça s'est passé le 11 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal. Nous avons pratiquement, nos réserves extérieures étaient fortement dégradées. Donc, en l'espèce, il est en train de dire, bon, vous constatez que le Cameroun devient de plus en plus discipliné en matière budgétaire. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez sous programme, ce n'est pas toujours une mauvaise chose d'être sous programme avec le Fonds monétaire international, ne serait-ce qu'à court terme. On vous apprend à serrer vos dépenses, les dépenses de prestige, vous les mettez de côté, les dépenses d'investissement, vous les mettez également de côté, vous les privilégiez. Donc, en l'espèce, ils sont en train de dire que le Cameroun va être capable de payer ses salaires, le Cameroun va être capable de payer ses charges de structure au rang desquelles les pensions, par exemple. Le Cameroun va être capable de faire face à certains de ses engagements. Donc, c'est des bons points pour l'instant. Ça, c'est des bons points pour l'instant parce qu'eux, ils nous suivent. Vous ne perdez pas, vous n'oubliez pas que chaque mois maintenant, depuis que le Cameroun a bénéficié de la facilité élargie de crédit en juin 2017, le Fonds monétaire international, à travers ses équipes, se trouve chez nous pour des revues à mi-parcours de chaque mois. Ils sont présents, chaque mois ils sont présents. Et c'est même la raison pour laquelle vous allez constater que la loi de finances 2018 a bénéficié de 3 ordonnances du chef de l'État. Correctif budgétaire 3 fois. On n'avait jamais vu ça dans ce pays. Pourquoi? Ils disent, vous avez monté votre budget avec pour hypothèse. Je prends un exemple, le baril du pétrole à $50, mais entre-temps, le prix s'est apprécié, il est passé par exemple à $70. L'excédent, là, qu'est-ce qu'on en fait? On injecte ça dans le budget. Donc, quand vous prenez l'ordonnance du chef de l'État pour le correctif budgétaire de juin, vous voyez très bien comment on a injecté le surplus qui venait de recettes d'exportation du pétrole. Par le passé, on ne faisait pas ces choses.
Je conclue là-dessus, madame. On a eu un cas comme ça en 2014. Le président dit, tel que je vois comment les projets sont mis en œuvre, il y a de la lenteur. Je mets sur pied un programme triennal d'urgence, BTU, montant 925 milliards et ça n'avait pas été mis dans le budget. Donc, avec le Fonds monétaire, quand vous êtes sous programme, par exemple, ils ne peuvent pas tolérer ce genre d'impéritie en matière de gestion financière et budgétaire. Ah ben voilà, parlons justement de cette projection. Ils introduisent les raisons qui justifient. D'ailleurs, ils annoncent une autre injection financière en 2019 au Cameroun pour aider à poursuivre cette croissance-là. Ils mettent des infrastructures liées à la CAN. Ils y introduisent également les projets structurants, notamment les barrages Natigal, dont on vient de conclure les contours du côté de la France. Ça veut dire que, mine de rien, on peut respirer. Oui, on peut bien respirer, mais je continue à me poser des questions. Ou bien c'est une stratégie du FMI pour nous contrôler encore mieux? Tout à fait. Surtout, je continue, n'est-ce pas, de me poser des questions par rapport à nos comptes d'opération. Pourquoi le FMI, pourquoi il appartient au FMI de nous donner, n'est-ce pas, les directives par rapport à notre gestion? Eh bien, quels sont les éléments qui permettent au FMI, n'est-ce pas, de faire des projections? De 3. Est-ce que le FMI tient compte, n'est-ce pas, de la productivité intérieure? Parce que je crois que de ce côté, le FMI est complètement absent. Bien. Ce que le docteur venait de dire tout à l'heure par rapport à la dévaluation, n'est en principe qu'une contrainte liée à l'incapacité de la France à respecter ou à rembourser, n'est-ce pas, les fonds dont nous sommes possesseurs. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce que le CFA devient? Ne dites pas que je suis en dehors de tout ce que vous avez dit. Rassurez-vous, chaque fois qu'on parle d'économie sur ce plateau, la question du franc CFA revient toujours. Donc ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que le CFA devient? Parce que je me souviens très bien, il y a quelques semaines, on parlait de la même dévaluation encore au Tchad, c'est-à-dire à N'Djamena. Et il a fallu peut-être l'intervention de certaines personnes pour que ça n'ait pas lieu. Bon, la BEAC a fait une sortie après, président Fogoum, pour dire qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir, on n'allait rien dévaluer du tout. Donc on est censé être tranquille. Ça, c'est ce que vous dites. Mais en réalité, c'est bien ce qui devait se passer au Tchad. Pourquoi donc cette réunion du Tchad? Je peux dire un mot, monsieur. C'était lié à quoi? Oui, la réunion du Tchad, j'ai évoqué tout à l'heure la réunion du vendredi 23 décembre 2016, organisée ici par le président Biya. Oui. Au sorti de cette réunion, c'est parce qu'en fait, quand on prenait donc nos recettes d'exportation, nos réserves du compte extérieur mis en commun, au Tchad, par exemple, ça ne marchait plus. En Guinée équatoriale, c'était pratiquement... Donc, les taux de croissance étaient négatifs déjà dans ces États-là. Et pour votre information, en 1994, avant qu'on se retrouve au Sénégal, on avait des taux de croissance négatifs. C'est la raison pour laquelle on en était arrivé à la dévaluation. Je dis donc, la réunion du Tchad, c'était dû à quoi? Préalablement à la réunion de Yaoundé de décembre 2016. Au sorti de là, 21 recommandations avaient été prises. Oui. Et il avait donc été demandé à chacun des États de conclure des programmes avec le Fonds monétaire international, bref, les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et groupe de la Banque mondiale. Ce qui fait qu'à N'Djamena, on était donc là dans une sorte de revue à mi-parcours des programmes qui avaient été conclus. Pour le cas du Cameroun, on a conclu donc notre facilité élargie de crédit qui était de 666,2 millions de et pourtant, dollars. Pour rester dans la même logique, mais cette fois, permettez, je reviens à vous, avec M. Kounié, ils avaient dit quelque temps avant qu'on n'était pas habilité à faire un autre crédit, on ne pouvait pas faire notre emprunt obligataire parce qu'on était au rouge. Voilà. Qu'est-ce qui peut justifier
en 2 temps, 3 mouvements, qu'ils échangeaient voilà. d'avis au point de nous faire une projection de 4,4 pour l'année 2019. Ça. On est quand même obligé de s'étonner un peu de ces passe-passe qui se déroulent dans le milieu économique. Financier. Surtout que il y a quelque temps encore, dans le dernier classement de Doing Business, on a chuté. On a perdu 3 points. Oui, je crois que le 4,4% ne doit pas être considéré comme une victoire en tant que telle. Non. Il faut faire très attention. Et puis, le taux de croissance, je voudrais d'abord commencer par dire, parce qu'on n'a pas de Fonds monétaire. Le Fonds monétaire international, il faut comprendre son rôle. Hein. Il ne vient pas, c'est un huissier préventif qui vient parce que votre économie est désorganisée et pour pouvoir mettre un peu de l'ordre et vous amener à, prioritairement, avoir des équilibres budgétaires et puis à être en mesure, n'est-ce pas, d'honorer vos engagements vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de certains pays ou bien certaines institutions qui vous ont fait des prêts. Parce que si on ne surveille pas la manière dont vous fonctionnez, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des déséquilibres, vous risquez d'être incapable, n'est-ce pas, d'honorer vos engagements vis-à-vis de ceux qui vous ont placé le fonds. Donc ça, c'est leur rôle prioritaire. Donc, ils veulent que votre économie marche pour que vous soyez en mesure de honorer vos engagements vis-à-vis des autres. C'est tout. Donc, ils ne viennent pas pour vous aider à rendre votre économie prospère. Bah, je crois que ce n'est pas leur rôle. Non. Donc, c'est pour ça que ce taux de croissance les intéresse parce qu'on peut dégager une marge. Mais en réalité, est-ce que le taux de croissance a une influence réelle, une influence immédiate, par exemple, sur l'indice de développement humain, comme on dit? Pas forcément. Parce que le taux de croissance économique, d'ailleurs, le président Macron a dit dernièrement que si les États africains continuaient avec le taux de fécondité, là les femmes font 7 enfants, on va se retrouver et ils ne pourront jamais atteindre l'émergence. Pour la simple raison que le taux de fécondité entraîne un taux de croissance démographique qui est constitué de personnes à prendre en charge, qui tire la croissance vers le bas, qui fait que les éléments, enfin, le montant, la croissance qu'on engrange permet de payer, n'est-ce pas, ces charges-là. Et il y a aussi le taux d'inflation. Et il y a aussi d'autres choses qui rentrent dans le produit national brut qui font que ça tire la croissance vers le bas. Donc, si on regarde cette croissance et on regarde ce que nous-mêmes nous tirons de cette croissance, ça peut ne pas être grand-chose. Donc, il faudrait comprendre que le rôle du Fonds monétaire international n'est pas de nous aider à nous développer, c'est de nous aider à être en position, n'est-ce pas, d'honorer nos engagements. Et comme il n'a pas de franc CFA, il faut que les Africains cessent de dire qu'on doit leur rembourser ce qu'ils ont mis dans le compte d'opération. Ce qu'on met dans le compte d'opération, c'est pour un certain objectif de la France. Parce que dans le monde financier international, c'est le rapport de force qui détermine, n'est-ce pas, ce que la monnaie doit faire. Donc, quand vous mettez l'argent dans le compte d'opération, ce n'est pas pour qu'un jour on vous rembourse, c'est pour des mécanismes bien précis. Et en réalité, la France se sert quand elle est en difficulté pour équilibrer aussi sa balance de paiement. Donc, oui, et c'est valable. Ce n'est pas seulement là-bas. Même en 1945, quand on mettait sur pied les institutions de Bretton Woods, quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte que les Américains ont dit « Nous avons les 3/4 de l'or du monde, nous avons le 3/4 du pétrole du monde, on veut maintenant réorganiser le système monétaire international. Nous disons que la monnaie de référence, c'est le dollar, et toutes les autres monnaies vont se convertir en dollars. Seul le dollar se convertit en or. » Et pendant que, chemin faisant, ils ont émis beaucoup de dollars. Il y a eu les pétrodollars, les euro-dollars, parce que les Européens pensaient qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, collecter suffisamment de dollars pour à un moment donné demander aux Américains de leur restituer la quantité d'or correspondant. Mais en 1971, le président Nixon se rendant compte que la masse d'or qu'ils ont et la masse de dollars émis représentait 5 fois la masse d'or qu'ils ont, il a décrété unilatéralement la fin de la convertibilité de dollars en or, tout seul, sans poser la question à personne. Et les autres sont restés avec les pétrodollars. Et puis, on est rentré dans un autre mécanisme qui a fragilisé le rôle premier qu'on avait donné au Fonds monétaire. Donc, à ce niveau, quand on parle de la monnaie, c'est le rapport de force. Ce n'est pas une histoire où on va aller pleurnicher pour dire qu'il faut que la France nous remette notre argent qui est dans le compte d'opération. C'est très compliqué, ces mécanismes-là. Et puis, ce n'est pas l'arithmétique. Voilà, d'accord. Je voudrais bien qu'on poursuive ce débat. Déjà, je promets déjà aux téléspectateurs que les experts que j'ai sur le plateau, si vous êtes d'accord, on sera encore ensemble samedi prochain pour poursuivre ce débat un peu plus en profondeur, parce qu'il y a également le budget qui a été débattu au Parlement. On aura l'occasion d'avoir un des parlementaires sur ce plateau pour entrer encore plus en profondeur dans ces sujets-là. Le temps imparti à l'émission étant arrivé à son terme, on n'a pas vu le temps passer.
passé. Je vous dis déjà merci, monsieur, d'avoir accepté l'invitation de cette autre édition de Tous Azimuts, dont la réalisation a été faite par Richard Biqueux. Jamel Marius était derrière les cadres, bien sûr. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain. On sera toujours sur ce plateau pour votre émission Tous Azimuts. Restez sur la télévision du monde. J'avais encore...